Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo qui traitera de la conférence que j'ai tenue le 19 avril 2022 à Bourdoisan pour leur salon du bien-être dont le thème était l'alimentation, un des piliers de la pleine santé. Alors, le replay de cette conférence n'est pas d'une qualité irréprochable, mais elle a au moins le mérite d'exister. Malheureusement, il manquait le début de la conférence, et c'est pour ça que je fais cette vidéo aujourd'hui pour redonner un petit peu les quelques minutes qui manquent au début de cette vidéo et qui parlaient, de qui j'étais, moi, parce que c'est important de savoir qui vous parle sur cette conférence. Je suis Florian, je suis un ancien ingénieur en informatique, j'ai fait de l'informatique pendant 10 ans. Pendant ces 10 ans, je suis passé par tout un tas de choses de la vie. J'ai eu un burn-out il y a quelques années avec une dépression. Suite à ça, du coup, plusieurs problèmes de santé un petit peu découlés de tout ça. À côté, j'étais également très sportif. J'ai joué au handball à bon niveau et j'ai également eu du coup une blessure au genou qui m'a immobilisé pendant un moment et dépression, burn-out, blessure, s'en suivit une grande, pas une douce, mais une rapide, prise de poids, parce que j'ai pris plus de 20 kilos sur 2 ans à peu près. Et j'ai même atteint un point culminant il y a 2 ans de plus de 115 kilos. Donc j'étais ce qu'on appelle l'indice de masse corporelle, l'IMC, en obésité morbide. Et il a fallu faire quelque chose parce que le vrai déclic de tout ça, ça a été en allant faire des randonnées, comme j'adore faire. J'adore faire des randonnées en montagne. Et sur une des randonnées, mes randonnées fétiches en fait, que j'adore en plus faire en Haute-Savoie, au bout d'une demi-heure, 1 heure, j'en pouvais plus. Mes jambes n'arrivaient plus à me porter, j'ai dû faire demi-tour. Et je suis même resté couché toute la journée sur dans mon Airbnb et toute la semaine j'ai rien pu faire. Et petite anecdote, là-bas il y avait un grand miroir, un miroir que j'avais pas chez moi, et j'ai pu me regarder de la tête aux pieds en sortant de la douche et j'ai dit non, c'est pas possible, faut faire quelque chose. Donc j'ai radicalement changé ma façon de m'alimenter parce que du coup je mangeais pas forcément très bien. Donc j'ai changé mon alimentation. J'ai réussi à perdre 20 kilos déjà, assez pas facilement, mais grâce à tout ça. Et ensuite j'ai pu reprendre le sport. Alors avant je détestais faire de la course à pied. Aujourd'hui je fais beaucoup de course à pied. Et à côté de ça, il manquait quand même quelque chose parce que en continuant de travailler dans l'informatique, j'allais de moins en moins bien. Et l'an dernier, je suis tombé petit à petit dans une dépression qui me menait, je pense, de nouveau vers quelque chose que j'avais déjà connu, ce qui, je pense, m'a aidé à pouvoir dire stop avant ce moment-là. Donc j'ai arrêté mon métier, j'ai décidé de me reconvertir en faisant des formations dans le bien-être parce que j'ai un petit peu brainstormé et réfléchi sur tout ça et j'en ai conclu que c'était ce vers quoi je devais tendre. Mes parents en plus étaient thérapeutes tous les deux et j'ai toujours été entouré de thérapeutes dans ma vie, mais je voulais peut-être pas l'entendre ou alors j'écoutais que d'une oreille. Donc j'ai pas perdu 10 ans de ma vie, mais j'ai mis 10 ans à trouver potentiellement la voie qui me convient. Et aujourd'hui, je peux dire qu'elle me convient parfaitement. Donc je me suis formé en neuronutrition et en gestion du stress, des émotions et préparation mentale, grâce à un formateur qui s'appelle le docteur Yann Rougier, qui est expert en neurosciences et en nutrition. Et ça a littéralement changé ma vie, parce que du coup, ça m'a fait beaucoup travailler sur moi-même, beaucoup d'introspection, etc. Et aujourd'hui, je gère déjà bien mon stress et j'aide maintenant les gens à bien le gérer. J'aide les gens à bien manger, comme moi je mange bien aujourd'hui également. Et aujourd'hui, je me trouve dans un cas où je me qualifierais en pleine santé, tout bêtement, parce que même si je suis pas dans les normes, et on en discutera plus tard, sur un des sujets de cette conférence, je suis pas dans un IMC normal, je suis en surpoids, mais je suis en excellente santé. C'est pour ça que les chiffres sont toujours à pondérer. Et je suis en pleine santé, c'est-à-dire que je ne suis pas stressé, je mange bien, tout ce qu'il faut de manière qualitative. Je n'ai pas été malade depuis 2 ans, depuis que j'ai changé mon alimentation. Avant, j'avais beaucoup d'angines,
comment ça s'appelle, de maux de gorge, de problèmes au niveau de sinusite chronique, et j'avais aussi énormément d'allergies, pollen, graminées, etc. Et aujourd'hui, je n'ai plus rien de tout ça. J'avais également aussi une stéatose hépatique, un foie gras qui s'est résorbé, et un prédiabète que je n'ai plus du tout aujourd'hui. J'ai une très bonne glycémie, enfin tout va bien. Et ce qui me permet aujourd'hui, bah voilà, de pouvoir accompagner les gens à changer leur vie comme moi j'ai changé la mienne. Et aujourd'hui, en étant en pleine santé, j'arrive à courir. Et ben, récemment, un marathon. J'ai fait beaucoup de semi-marathons. J'ai fait des trails. Je suis à 150 km de course, 150 km de course tous les mois, alors que je détestais faire ça avant. Enfin, voilà, sans aucun problème. Et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui, bah, pour vous parler un petit peu d'alimentation de manière générale. Et ensuite, bah, je vous parlerai de pourquoi c'est un des piliers de la pleine santé. En plus aujourd'hui où on est associé à la pollution, à l'environnement, de ce qu'on mange, voilà, Richard en a parlé aussi cet après-midi, tout ce qui est toxines, métaux lourds, etc. L'eau, ça sert à réguler la température corporelle, donc c'est ultra important. Ça aide au bon fonctionnement du cerveau. Je crois que votre cerveau baigne à peu près aussi dans 70% d'eau, je ne dis pas de bêtises. Et aussi au niveau du tout ce qui est système digestif, le transit, voilà, fonctionnera bien si vous y traitez correctement, et ça aide aussi à tout ce qui est salive, mucus, etc. C'est vrai que quand vous êtes déshydraté, vous avez plus de salive. Il faut savoir que 2% seulement de déshydratation provoque 20% de vitalité en moins au niveau de votre corps. 2% de déshydratation, c'est pas énorme, 20% de vitalité, moi je trouve ça beaucoup. Donc buvez beaucoup. Faut quand même se dire que dans une optique de perte de poids, il faut parfois boire beaucoup d'eau. Et les gens en général ne boivent pas assez. Il y a des gens, je leur dis juste de boire un demi-litre ou un litre de plus. Et comme par magie, les squelettes perdent du poids. Voilà. Ensuite, on a les protéines. C'est tout aussi important que l'eau, et c'est un peu souvent sur ça qu'on fait l'impasse dans notre alimentation. Pourtant, les protéines, c'est indispensable à l'organisme. Alors, elles sont soit animales, soit végétales, mais elles ont un rôle hyper important, elles ont un rôle structurel. C'est-à-dire que c'est un peu comme les briques de votre maison. Aussi, elles servent à la fabrication de plein de choses, comme des enzymes, les hormones, les anticorps aussi, pour votre système immunitaire, et elles sont le garant aussi d'un bon système immunitaire. Elles servent à transporter de l'oxygène jusqu'à vos cellules, et elles aident aussi à la digestion par rapport aux enzymes. Donc, animal, viande, poisson, volaille, œufs, et végétal, c'est principalement les légumineuses. Voilà. À savoir, petite parenthèse, que les protéines végétales sont moins bien assimilées que les protéines animales. La protéine animale, c'est la protéine, alors c'est l'œuf principalement, qui est la protéine de référence, mais les protéines végétales sont tout aussi intéressantes, mais elles sont moins bien assimilables que les protéines animales. Et là, les protéines, il faut manger 3 portions par jour, donc matin, midi et soir. Et encore plus si on fait du sport. Ensuite, les fruits et les légumes. Donc eux, ils apportent, voilà, ils sont bourrés de vitamines, de minéraux, de fibres, pour le transit également, et ils apportent aussi une charge hydrique, qui sont gorgés d'eau, et c'est tout aussi intéressant, surtout quand on ne boit pas déjà assez. Et ça apporte tout ça tout au long de la journée. Leur rôle pour le transit intestinal grâce aux fibres, à l'énergie également, parce que dedans, alors, avant on disait des sucres. Aujourd'hui, en termes vocabulaire nutritionnel diététique, on ne dira plus des sucres, on appellera ça des glucides. Donc, il y a 2 types de glucides, des glucides simples qui ont un goût sucré, et des glucides complexes qui ont plutôt un goût salé, pas sucré. Et ça aide aussi à tout ce qui est réduction des maladies cardiovasculaires, et bien entendu, fruits et légumes, c'est rempli d'antioxydants. Donc c'est tout aussi intéressant que l'eau combinée pour évacuer toutes les toxines, les métaux lourds, comme Richard en parlait cet après-midi, qu'on accumule au fur et à mesure des journées dans notre corps. Ensuite, on a alors pour les fruits et légumes, la portion tous les jours, c'est 3 portions de légumes, 2 portions de légumes et 3 portions de fruits. Non, 3 portions de légumes, et 2 portions de fruits par jour. Les féculents, ça apporte aussi, pareil, des vitamines, des minéraux et des fibres également. Alors si on les choisit de bonne qualité, il faut savoir que du coup, ça aussi, c'est des glucides, mais en général, quand on achète des pâtes blanches, des choses comme ça, c'est ce qu'on appelle des choses raffinées, il n'y a plus de fibres du tout dedans.
Et ça, par contre, ça apporte absolument rien. Il n'y a pas de nutriments intéressants dedans. C'est même un peu moins bon pour la santé. Donc il vaut mieux les choisir semi-complets, complets, le plus possible. Et c'est meilleur à la santé, ça apporte plus de fibres. Leur rôle, le transit intestinal, aussi beaucoup d'énergie, encore plus que les légumes et les fruits. Et ça apporte aussi des protéines par les légumineuses, parce que du coup, ce qui est considéré comme féculent, il y en a trois. Il y a les produits céréaliers, avec les dérivés comme le riz et les pâtes. Il y a les tubercules, comme la pomme de terre, et les légumineuses, donc les lentilles, le pois chiche, tout ça. Les produits laitiers. Alors les produits laitiers, ils apportent des vitamines, également du calcium, et des protéines de plus ou moins bonne qualité selon ce que vous allez acheter comme produit laitier. Petite parenthèse, une fois qu'on est adulte, on n'a pas vraiment besoin de consommer tout le temps des produits laitiers. Quand on est enfant, on en a besoin pour développer des os, etc. Comme je dis, c'est bon pour les os et les dents. Une fois adulte, si on a une alimentation équilibrée où on mange beaucoup de légumes variés, le calcium est largement suffisant dans ce que vous trouverez dans les légumes. C'est bon par contre pour la contraction musculaire et pour le transit intestinal. Et c'est surtout source de vitamine D. Et la vitamine D, par contre, elle est ultra importante, surtout en ce moment, en hiver. La vitamine D, elle est synthétisée par le soleil. Et en hiver, forcément, il y a moins de soleil. C'est pour ça qu'on préconise de faire des cures de vitamine D pendant tous les mois d'hiver, donc d'octobre jusqu'à mars-avril, que le soleil revienne et nous chauffe un peu plus la peau. Voilà. Est-ce que je ne vais pas dire autre chose dessus? Non, c'est bon. Donc voilà, tout ce qui est fromage, yaourt, sachant que je vous conseillerais de les acheter le plus bio possible, ou au moins des choses de lait cru, où vous êtes sûr que c'est des vaches qui ont mangé de l'herbe, etc. Malheureusement, le lait que vous achetez en grande surface, c'est pas du lait. Je suis désolé, aujourd'hui c'est beaucoup d'eau, beaucoup d'antibiotiques, beaucoup de tout ce qu'on donne vaches d'élevage, etc. Mais ça a beaucoup plus de négatifs dans votre santé que de positifs. Ensuite, les matières grasses. Elles ont été diabolisées mais pendant tellement longtemps, les matières grasses. On a toujours dit pendant des dizaines d'années que c'était le gras qui faisait qu'on prenait du gras et c'est le gras qui fait grossir. Alors le mauvais gras n'est pas bon pour la santé, mais le bon gras ne fait pas forcément grossir. Et aujourd'hui, les études commencent justement un petit peu à prouver le contraire. Et les matières grasses, en quantité raisonnable, c'est ultra important. Donc ça apporte des vitamines, pas n'importe lesquelles. Il faut savoir que les vitamines, quand on ingère des aliments, soit elles sont hydrosolubles, c'est-à-dire que du coup elles sont solubles dans l'eau, comme les vitamines qu'il y a dans les fruits et dans les légumes, ou soit elles sont liposolubles, donc elles sont solubles dans le gras, dans les matières grasses, et il y en a 4, la vitamine A, D, E et K, qui sont solubles dans les matières grasses. Donc si vous ne consommez pas de gras, vous vous privez déjà de 4 vitamines, et qui sont ultra importantes. Elles sont soit animales, soit végétales. Et leur rôle, elles servent au fonctionnement hormonal, donc de bien faire fonctionner vos hormones. Elles aussi, elles ont un rôle structurel, mais plus, on va dire, le ciment qu'il y a entre les briques de votre maison. C'est-à-dire que vos cellules, partout dans votre corps, la membrane, c'est que du gras. Votre cerveau, il est composé, je crois, à 20% de gras aussi. La peau, pour fabriquer de la peau, il y a besoin de matières grasses. C'est aussi, une fois qu'on n'a plus de source de sucre dans son corps, c'est également aussi une source d'énergie. Il faut savoir que vos sources de sucre dans votre corps, ça vous permet de faire à peu près 2h30, 3 heures de sport, dans l'intensité comme vous faites. Une fois qu'il n'y a plus ça, votre corps, il faut bien qu'il utilise autre chose. Vous allez utiliser votre gras pour fabriquer de l'énergie. Ce stockage d'énergie, il est quasi infini. C'est pour ça qu'il y a, c'est un peu ce que je fais moi, il y a beaucoup de sportifs qui ont un type d'alimentation qui leur permet un type d'entraînement de plus taper dans le gras que de taper dans leur sucre et qui peuvent faire par exemple des ultra-trails comme le Mont Blanc à 170 km en tapant le plus possible dans leur gras et pas avoir à se recharger en sucre toutes les 5 minutes. Ils le font plutôt toutes les heures, mais voilà. Qu'est-ce que je pouvais vous dire d'autre là-dessus? Donc elles viennent soit animales avec tout ce qui est beurre, crème fraîche et dérivés, ou végétales comme les huiles, l'huile de coco, l'huile d'olive, les autres huiles. Et également, c'est un peu à part, mais on met les oléagineux dedans. Donc toutes les noix et les graines oléagineuses sont plutôt mises dans les matières grasses qu'ailleurs. Et la dernière grande famille, un petit peu à part,
c'est les produits de plaisir, donc les produits sucrés, les produits industriels, les produits transformés ou ultra transformés, également l'alcool qui est considéré dans cette famille-là. Tout ce qui est crème dessert, même le chocolat aussi est là-dedans. Mais également des choses un peu plus traditionnelles comme le miel, le sirop d'érable et les confitures également. Il faut savoir que ça, c'est purement du plaisir, de la satisfaction, donc vous connaissez ces produits-là. C'est des calories qu'on appelle des calories vides. Ça n'apporte absolument rien à votre corps d'un point de vue nutritionnel, en termes de nutriments. Ça n'apporte rien, c'est vraiment que du plaisir. Donc cette famille-là, elle est plutôt, on peut la manger, pas de problème là-dessus, mais la manger de la bonne manière, et pas matin, midi et soir, ou même 5 à 10 fois par jour. Elle est à modérer, un peu comme certains types de graisses, dont on parlera plus tard. Et voilà, on peut les garder, mais on va expliquer plus tard pourquoi c'est plutôt ces produits-là qui vous feraient grossir plus que le gras, par exemple. Et toutes ces familles voilà, forment ce qu'on appelle une pyramide alimentaire. Donc, on part du bas des choses qui sont les plus importantes pour votre organisme et votre santé, jusqu'en haut de la pyramide, qui sont les non indispensables. Donc voilà, on retrouve les boissons en bas, donc les boissons non sucrées, les légumes, les féculents, au même rang les produits laitiers et les protéines animales et végétales, au-dessus les matières grasses avec les fruits oléagineux, les fruits à coque, et les non indispensables, comme tout ce qui est produits plaisir, les produits sucrés, l'alcool. Et ce qui est rajouté dans cette pyramide et qui est ultra importante pour votre santé, c'est une activité physique régulière. Alors je ne vous parle pas d'aller vous tuer à faire du sport, c'est juste une activité physique. On parle de 30 minutes par jour de marche à pied, ou alors de marche active tous les 2-3 jours, si vous pratiquez l'activité sportive, c'est encore mieux. Et c'est important de bouger, le mouvement va vous aider aussi à éliminer les toxines tout autant que l'eau que vous allez consommer toute la journée. Alors, tout ça, toutes ces familles, on va les classer dans d'autres catégories. Et c'est ces catégories que vous allez retrouver plutôt sur les étiquettes alimentaires. Donc les macronutriments sont les protéines, les glucides et les lipides. Donc les protéines, on les appelle toujours comme ça. Les glucides, donc c'est tout ce qui est féculents, fruits, légumes. Et les lipides, c'est toutes les matières grasses. Voilà. Certains produits peuvent contenir un peu des trois, il n'y a pas exclusivement l'un ou l'autre. Et ensuite, il y a les micronutriments, donc encore un niveau en dessous, qui sont les vitamines, les minéraux comme le magnésium, le potassium et le sodium, par exemple. Ensuite, on va parler de quelques régimes à la mode. Alors du coup, moi je suis complètement anti-régime, vous le comprendrez à la fin. Du coup, je ne les connais pas forcément très bien, les régimes, et c'est Stéphane qui m'a donné beaucoup de bons exemples que j'ai pu travailler. Et on va en parler aujourd'hui, je vais vous présenter quelques-uns. Et avant de vous présenter les régimes, on va comprendre un peu ce que c'est qu'un régime. Alors le terme régime, il est un peu utilisé pour une seule chose aujourd'hui, mais à la base, c'est pas forcément ça. Il y a deux termes, soit un régime alimentaire, donc c'est plutôt la manière dont on va s'alimenter, manger plus de ça, etc. C'est l'équilibre alimentaire qu'on va avoir, ça c'est un régime alimentaire. Et sinon, il y a le régime amincissant ou amaigrissant. Et c'est plutôt celui-là aujourd'hui, quand on parle de régime, quand vous dites à quelqu'un je suis au régime, il va plutôt penser que vous voulez perdre du poids, alors qu'en fait, ça se trouve, vous rééquilibrez juste votre alimentation. Mais du coup, c'est juste aussi de dire que vous faites un régime. C'est juste un régime alimentaire. Donc ça, c'est la différence. Mais par contre, le régime amincissant, amaigrissant, vraiment le fer de lance de tout ça, c'est de maigrir, donc. Et pendant des dizaines et des dizaines d'années, la règle, c'est qu'il faut manger moins de calories, d'énergie, apporter moins d'énergie que ce qu'on dépense pour pouvoir maigrir. Et si on veut grossir, il faut apporter plus d'énergie et de calories que ce qu'on va dépenser. On nous a dit ça pendant très longtemps, et on découvrira qu'aujourd'hui c'est faux, parce que si c'était vrai, il n'y aurait pas autant d'obésité dans le monde, si c'était si simple que ça. Le corps, c'est pas une petite machine où on va, par exemple, une usine de charbon, où on va apporter du charbon pour fabriquer de l'énergie derrière. S'il n'y a plus de charbon, il n'y a plus d'énergie, non, c'est beaucoup plus complexe que ça. Heureusement, le corps est beaucoup plus compliqué que ça, et c'est ça qui le rend magique d'ailleurs. Mais voilà, donc le régime, c'est manger moins, dépenser plus, vous dépensez pareil, mais manger moins pour pouvoir maigrir. Alors vous allez maigrir, oui, mais c'est du coup la notion d'enlever des choses à l'alimentation, de se frustrer, voire de limite s'affamer. Donc ça, c'est vraiment la définition du régime amaigrissant. Premier régime un peu à la mode, alors celui-là je le connaissais par contre, mais il est à la mode depuis un bon moment,
c'est le régime Dukan. Donc ce régime Dukan, ses caractéristiques, c'est qu'il est hyper protéiné. Donc vous allez manger plus de protéines que ce qu'on vous recommande de manger au quotidien. Donc plus que les 3 portions et surtout beaucoup plus en quantité. Il est ce qu'on appelle hypocalorique. Donc le terme hypocalorique, c'est qu'on doit manger moins de calories que ce que le corps a besoin. Je vais vous expliquer tout à l'heure. Et il est en 4 phases. Je ne les connais pas par cœur, je prends des feuilles de pompe. Alors, il y a une première phase qui est la phase d'attaque qui dure en général jusqu'à 10 jours. Et vous allez, donc elle est hyper restrictive parce que vous allez manger que des protéines. C'est rien d'autre. Vous allez manger que des protéines, donc que de la viande, que du poulet, que des œufs, et c'est tout. Vous allez manger de l'eau, boire de l'eau, parce que c'est important. Et vous allez rajouter quand même un petit truc qui est propre au régime Dukan, c'est 3 cuillères à soupe de son d'avoine. Donc le son d'avoine, c'est l'enveloppe qui est autour de l'avoine. Le son d'avoine tous les jours. Et en fait, ça va juste vous apporter des fibres ou avec l'eau vous gonfler. Et ça, on va dire une approche de coupe-faim. Ça va remplir votre estomac pour vous aider un peu à tenir toute la journée. Mais ça n'a aucune utilité. En plus, c'est plus rempli d'antinutriments que de nutriments, le son d'avoine d'ailleurs. Ensuite, il y a une deuxième phase, c'est la phase de croisière. Celle-ci, vous allez alterner des protéines, donc que des protéines sur une journée, ou des repas où vous allez rajouter des légumes, un petit peu de légumes. Vous allez toujours boire de l'eau, toujours garder vos cuillères à soupe de son d'avoine, et vous allez rajouter une notion qui est importante, par contre, et qui est intéressante, c'est l'activité physique, donc de la marche tous les jours. La troisième phase, c'est la phase de consolidation, et celle-ci, elle va varier selon le poids que vous avez perdu sur la première phase d'attaque. Si vous avez perdu 10 kg, c'est 10 jours par kilo perdu, donc 10 kg, c'est 100 jours pour cette phase-là, 4 kg, 150 jours, voilà. Et c'est la même chose que la phase d'avant, sauf que vous allez rajouter des fruits et aussi quelques féculents à certains repas, en alternance et de façon progressive. Et la dernière phase, c'est la phase de stabilisation. Vous allez reprendre une alimentation normale, sauf qu'il y a un jour par semaine, le jeudi, vous allez de nouveau manger que des protéines. Et en fait, ils disent que c'est pour protéger les autres jours où vous aurez peut-être fait des excès de quelque chose, et ça vous permettra de perdre le gras que vous aurez peut-être gagné sur les 6 autres jours avec ce repas, enfin cette journée full protéines sur le jour. Les 3 règles obligatoires de ce régime, c'est les 3 cuillères de son d'avoine, on les garde à vie, jusqu'à la fin de sa vie, on mange 3 cuillères de son d'avoine, c'est la règle. La journée de pure protéine le jeudi, c'est pareil, on la garde jusqu'à la fin de sa vie, pour ne pas reprendre le poids qu'on a perdu. Et la marche active, enfin la marche de 20 minutes, c'est privilégié aussi de faire du sport, etc. Et les escaliers plutôt qu'aux ascenseurs. Ça, c'est pas une règle vraiment propre à ce régime-là, c'est plutôt une règle de santé publique, on va dire. Pour tous les régimes, je vais vous dire les avantages, les inconvénients et mon propre avis à la fin. Donc les avantages, c'est qu'il y a des résultats rapides, vous allez faire du poids très rapidement. Vous n'avez pas besoin de compter les calories, comme on peut trouver dans certains régimes. On n'encourage pas quand même les aliments ultra transformés industriels. Et on encourage du coup l'activité physique, donc ça c'est plutôt bien. Les inconvénients, principalement c'est que c'est un régime, le premier inconvénient. Ensuite, c'est que les choix d'aliments sont quand même limités, c'est restrictif suivant les phases. Vous pouvez vous retrouver carencé en vitamines, en minéraux. Déjà, je pense que quand vous allez attaquer un régime, vous êtes déjà pas mal carencé. Vous allez encore accentuer vos carences avec ce type de régime. Il peut y avoir aussi un problème d'excès de consommation de viande et donc de consommer trop de protéines. Si vous ne buvez pas assez d'eau, vous n'allez pas éliminer tous les produits, les toxines qui sont générées quand vous digérez vos protéines, vous allez pouvoir avoir des problèmes aux reins, par exemple. Et c'est aussi très coûteux, parce que la viande aujourd'hui, ça ne coûte pas 3 € le kilo, on sait. Et également, c'est très faible en matière grasse, et ça, du coup, c'est pas très bon pour la santé. Mon avis, c'est que oui, c'est efficace comme régime, mais du coup, c'est pour moi très dangereux, parce qu'il n'y a pas assez de glucides, pas assez de sucre, il n'y a pas assez de matière grasse, il y a des problèmes de détox au niveau du corps, vous allez emmagasiner des toxines, donc ça c'est très mauvais. Vous devez contrôler des choses à vie, comme les 3 cuillères à soupe de son d'avoine, la journée, etc. Donc vous rentrez dans le contrôle tout le reste de votre vie. Et ça peut vous créer des soucis hépatiques et des soucis au niveau des reins, comme je disais. Et de ce que j'ai lu sur Internet, un gros pourcentage, quasi 80% du temps, vous allez reprendre tout le poids que vous avez perdu au bout d'un moment, voire beaucoup plus. Okinawa. Okinawa est intéressant. Donc le nom Okinawa vient tout simplement d'une île au Japon qui s'appelle Okinawa.
Et en fait, la particularité de cette île, c'est qu'elle a le record mondial de longévité. C'est-à-dire que la moyenne d'âge là-bas est de 87 ans. Et il n'est pas rare du tout qu'on dépasse plutôt les 100 ans quand on habite sur cette île. Et eux, ils ont plutôt une alimentation semi-végétarienne, faible en matière grasse et aussi hypocalorique, mais légère, pas aussi poussée que les autres. Donc voilà. C'est plus une philosophie de vie qu'un régime. Aujourd'hui, on le met au rang des régimes, mais c'est plutôt une façon de s'alimenter et une façon de vivre plutôt qu'un régime. Pour ça, je l'ai gardé dans les régimes, mais on va voir que ça n'en est pas un, vraiment. Et il y a une partie aussi chez eux de pas d'alimentation ultra transformée, on mange du riz sans gluten, tout ce qu'on consomme c'est le plus naturel possible. Et il y a 3 principes dans ce régime alimentaire. C'est ne pas manger jusqu'à rassasiement total. C'est-à-dire que nous, en Europe, là, on a plutôt l'habitude de dire on mange jusqu'à ce qu'on ait plus faim, et quand on a plus faim, on s'arrête de manger. Quand on était petit, on nous disait plutôt finis ton assiette, sinon tu sors pas de table. Eux, ils s'arrêtent de manger avant d'avoir la sensation d'avoir assez mangé. Donc ça, c'est une habitude qu'ils ont prise. Le deuxième principe, c'est de manger plutôt des petites portions et pas faire 3 repas par jour. Donc ils mangent plusieurs petites portions leur repas toute la journée. Et ils mangent ce qu'on appelle en conscience. Donc en fait, tout ce qu'ils vont mettre dans leur bouche, pour eux, il faut qu'il y ait un pouvoir pour guérir le corps et que ce soit intéressant pour leur santé. Si ça n'a pas d'intérêt, ils ne vont pas le manger. Par exemple, se manger une cuillère à soupe, enfin une cuillère à café de sucre blanc, ils ne vont pas le faire parce que ça n'a aucun intérêt pour eux et ça ne va pas permettre de guérir le corps, donc ça ils ne le feront pas. Peu calorique du coup, mais très riche en nutriments, vitamines, etc. Et c'est ça qui est intéressant. Et eux, ils visent plus la densité au niveau énergétique de ce que les aliments vont leur apporter que la quantité, et plus qualitatif aussi. Eux, ils vont consommer beaucoup de fruits et légumes, 7 portions par jour. Ils vont consommer également 2 plats à base de soja par jour. Beaucoup d'épices, d'herbes aromatiques et d'algues. Ils vont limiter leur consommation d'alcool, voire presque pas en boire du tout, dans très rares occasions. Ils vont très peu cuire les aliments, ils vont plutôt manger des légumes crus. Ou alors la cuisson, ça va être à feu doux et très longtemps, donc plutôt cuisson de vapeur. Tout ce qui est micro-ondes et barbecue, c'est pas la peine d'essayer d'en trouver un chez eux, ça n'existe pas, il n'y en a pas. Ils mangent du poisson 3 fois par semaine. Ils mangent peu de produits d'origine animale, très peu de viande et de produits laitiers. Et très peu de sucre aussi, de sel et de matière grasse, juste ce qu'il faut. Et ils associent aussi les aliments crus et cuits, et ils boivent au minimum 1,5 litre d'eau par jour, et aussi 2 thés minimum par jour. Donc les avantages, alors du coup, c'est que pour moi c'est pas un régime, c'est un mode alimentaire, donc c'est plutôt bien. C'est un peu écologique et anti-crise, parce que la majorité de ce que vous allez manger, c'est vraiment de la production locale, etc. Même si c'est de votre jardin, c'est encore mieux. Et du coup, ça coûte pas si cher. En plus, il y a très peu de viande, donc ça coûte pas très très cher comme alimentation. Il n'y a pas de comptage de calories. Il y a une perte de poids qui est durable et saine. Alors c'est sûr que si vous voulez perdre 10 kg en 6 mois, c'est pas ça qu'il faut faire. Par contre, si vous acceptez de perdre vos 10 kg sur 2 ans, c'est très bien comme alimentation et c'est même très bien pour le corps. Sachant que les recommandations en perte de poids sont de 4 kg, 4-5 kg par mois, et pas plus. Sinon, c'est plus dangereux qu'autre chose pour le corps. Voilà, il n'y a pas de privation. Et les inconvénients, c'est plus juste de ne pas manger jusqu'à satiété, parce que c'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas et qu'on ne fait pas nous au quotidien. Donc pour moi, c'est le seul inconvénient, c'est de savoir s'arrêter avant d'avoir plus faim. Voilà. Mon avis, voilà, c'est que c'est un mode de vie alimentaire plus qu'un régime. C'est pas du tout dangereux pour la santé. Faut faire par contre attention si on surconsomme des algues, si vous avez des problèmes de thyroïde ou des problèmes cardiaques au niveau des reins. Et alors, comme c'est une alimentation, on va réduire les calories. Il faut faire gaffe si déjà vous n'en mangez pas assez avant, de ne pas trop restreindre, de ne pas refaire de risque de malaise hypoglycémique, de ne pas consommer assez de sucre, etc. Mais si vous voulez changer votre alimentation, c'est un très bon choix. Le jeûne intermittent. Alors on en parle depuis longtemps, du jeûne intermittent comme un régime. Il faut savoir que le jeûne intermittent, c'est pas du tout un régime à la base. La définition même, c'est le jeûne intermittent a pour but de purifier son corps de la malbouffe, des excès et des toxines engendrées, en mettant du coup en pause les organes qu'on appelle les organes émonctoires, donc les organes qui vont évacuer toutes les toxines que vous avez dans votre corps, donc le foie, les reins, la peau, les poumons. Au début, le jeûne, c'était plutôt, on va dire, religieux. Vous retrouvez des périodes de jeûne à peu près dans toutes les religions, carême, ramadan, etc. Et il faut quand même faire la différence entre
le jeûne qui est la privation de nourriture et la restriction de nourriture. La privation, c'est que vous n'allez pas manger du tout, ou boire que de l'eau, et c'est très différent de pas assez manger sur une journée. Votre corps, si vous ne lui apportez rien du tout, il va enclencher des mécanismes de survie, etc. Et si vous ne mangez pas, vous n'allez pas mourir tout de suite. Par contre, de restreindre la façon dont vous allez manger en termes de quantité, bah, ça vous a apporté des problèmes de santé à terme. Voilà. Donc le plus connu, c'est ce qu'on appelle le 16-8. Donc vous allez manger sur une période de 8 heures et vous allez ne pas manger sur une période de 16 heures, donc jeûner pendant 16 heures, dans le but en fait pendant ces 16 heures, de consommer le sucre qui circule dans votre sang et du coup arriver pratiquement à ne plus avoir de sucre en réserve et du coup d'essayer de taper un peu plus dans les matières grasses de votre corps. C'est pour ça qu'aujourd'hui ça sert comme régime. L'avantage c'est que c'est facile à mettre en place, c'est pas restrictif parce que vous mangez les mêmes choses que ce que vous mangez avant. C'est juste que du coup pour faire les 16 heures de jeûne, vous enlevez un repas, alors le matin, le midi ou le soir. Généralement les gens ils coupent le petit déjeuner, c'est plus facile pour eux. Ils gagnent un quart d'heure de sommeil le matin, où ils ont juste à boire un café ou un verre d'eau pour aller au boulot. Et c'est beaucoup plus simple à mettre en place. C'est compatible avec tous les genres d'alimentation, vegan, végétarien, voilà, tout ça. Il y a quand même des points positifs normalement à la base sur tout ça, donc ça diminue la production d'une hormone qui s'appelle l'insuline, et dont on va parler un petit peu plus tard. Ça stimule le déstockage du gras dans votre corps, ça aide à contrôler les sensations alimentaires, ça stimule la sécrétion d'hormones de croissance, c'est pour ça qu'on parle de jeûne intermittent beaucoup dans le milieu du sportif, pour aider à prendre plus de masse musculaire. Ça améliore les performances physiques et ça diminue le temps de récupération après avoir fait du sport. Ça favorise la régénération cellulaire et ça fait également ce qu'on appelle de l'autophagie, c'est-à-dire que ça va favoriser le processus où vos propres cellules, quand elles viennent à mourir, elles vont s'auto-digérer pour créer de nouvelles cellules. Donc c'est ça un petit peu la notion de purifier un petit peu l'organisme et de régénérer de l'intérieur. Et c'est censé prévenir le surpoids et certaines pathologies comme les maladies cardiovasculaires, l'obésité, le surpoids, etc. et le diabète. L'inconvénient, c'est qu'aujourd'hui c'est pris comme un régime et plus du tout comme une façon de voir un petit peu la vie d'un point de vue religieux et tout ça. Les inconvénients aussi, c'est qu'il y a un gros risque accru d'hypocalorie, donc de ne pas assez manger, parce qu'il ne suffit pas d'enlever un repas. Le problème, c'est que si vous gardez les mêmes structures sur les deux autres repas, il y a de fortes chances que déjà à la base, vous ne mangez peut-être pas suffisamment. Du coup, d'enlever un repas, vous mangez carrément plus assez dans votre journée. Donc ça, c'est un gros risque. Il y a un risque du coup de ne pas assez manger, d'avoir très faim, des maux de tête, des carences, comme à peu près les autres régimes comme j'en parlais. Ça peut développer des troubles du comportement alimentaire, qu'on appelle des TCA. Une fonte musculaire, parce qu'il faut savoir que le corps, si vous ne lui apportez pas ce qu'il faut, il va aller piocher là où il peut, donc dans vos muscles par exemple. Et ça peut mener à des compulsions sucrées, et aussi ça peut être très désociabilisant. Admettons, vous êtes en famille, vous dites je fais du jeûne intermittent, je coupe mon dîner, du coup pour ne pas vous frustrer et vous donner envie de manger, vous n'allez pas faire le repas avec votre mari et vos enfants. Donc au niveau sociabilité, c'est quand même pas terrible. Mon avis, c'est que c'est intéressant, mais pas en le prenant comme un régime, mais plutôt pour améliorer sa santé, et avec toutes les règles que je vais donner au début, mais que si de base vous êtes déjà en bonne santé. Il ne faut pas le faire si vous êtes en mauvaise santé. C'est plus thérapeutique, en fait, pour le corps, pour votre santé, qu'amincissant, à la base. Il ne faut pas jeûner, si jamais vous voulez jeûner, je ne vais pas vous interdire de jeûner, moi je le fais aussi de temps en temps, mais le midi ou le soir et pas le matin. Le matin, c'est hyper important de manger. Votre corps, il a besoin le matin pour produire certaines hormones, etc., et pour avoir de l'énergie toute la journée. Il a besoin que vous lui apportiez des protéines, des bons gras et des glucides de qualité. Donc, moi, mon conseil, c'est ne sautez pas le petit déjeuner. On dit que c'est le repas le plus important de la journée. C'est pas le plus important de la journée, mais il est très important quand même. Et si vous le faites, il faut veiller à contrôler les autres repas pour que vous apportiez tout ce qu'il faut à votre corps sur toute la journée et essayer de ne pas être trop régulier, de ne pas le faire aux 12 heures, etc. Parce que sur cette période de 16 heures, si vous décidez de le faire tous les jours, certes, vous allez peut-être perdre du poids, par contre, ça va engendrer une énorme augmentation de vos hormones du stress et ça peut vous créer d'autres problèmes de santé que vous n'aviez pas forcément à la base. Et ça, c'est quand même à garder un peu en tête. Pourquoi les régimes ne fonctionnent pas? Donc ça, c'est intéressant, cette question. Pourquoi tous les régimes ne fonctionnent pas? Ça fait des dizaines et des dizaines d'années qu'on nous dit toutes les calories se valent, donc 1000 calories de Coca-Cola, c'est la même chose que 1000 calories de brocoli, que du coup, tout ça se vaut.
que manger moins fait maigrir sainement, et qu'il faut faire du sport pour maigrir. Tout ça, c'est des conneries. Si ça fonctionnait, comme je disais, il n'y aurait plus d'obèses aujourd'hui. À l'époque, il y a très longtemps, ils ne se posaient pas autant de questions sur la manière dont il fallait qu'ils mangent sur la journée. Donc il n'y a pas de raison de compter quoi que ce soit, il n'y a pas de raison de moins manger pour pouvoir mincir, et il n'y a pas question d'aller se tuer à la salle de sport pour maigrir. J'ai même envie de vous dire, ce que je dis à mes clients, c'est qu'il vaut mieux mincir, maigrir pour reprendre plaisir à faire du sport que faire du sport pour maigrir. Vous voyez un peu la nuance. Moi maintenant, j'ai atteint un poids où j'arrive à faire beaucoup de sport, et voilà, et ça me convient parfaitement. Faut faire attention, parce que du coup les régimes aussi, ça crée d'autres problèmes, comme un déséquilibre, il en a parlé, Richard, cet après-midi, de votre microbiote. Le microbiote, c'est toutes les bactéries, enfin, toute la flore intestinale qu'il y a dans vos intestins. Il y a des bonnes et des mauvaises bactéries, elles vivent en symbiose, et si tout ça est déséquilibré, c'est ça qui va vous créer des gros problèmes de santé. Il faut savoir que dans vos intestins, c'est là où se gère à peu près tout votre système immunitaire, et également plein d'autres choses, la régulation de vos hormones, etc. Si votre microbiote il est tout déséquilibré, c'est en général à partir de là que vos problèmes de santé arrivent. Il faut savoir que votre intestin, c'est votre deuxième cerveau, il est relié directement à votre cerveau par un nerf derrière qui s'appelle le nerf vague. Donc s'il y a un des deux qui ne fonctionne pas bien, bah, ils ne vont pas dialoguer correctement entre vous, et ça va vous créer des problèmes de santé. Voilà. Et c'est ça qui peut mener à la dépression, au stress, à l'anxiété. Il faut savoir que chaque hormone dans votre corps a un rôle très particulier, et un déficit en un, en une, etc., ça fait un peu effet boule de neige sur toutes les autres, et ça peut mener à des moments des effets dépressifs et des choses comme ça. C'est pour ça que l'alimentation est très liée à la dépression, comme je vous disais au début. Et du coup, qu'est-ce qui fait réellement grossir, concrètement ? Il faut savoir un petit peu comment ça fonctionne, votre corps. Quand vous mangez un aliment, quand vous prenez quelque chose et que vous le mangez, suivant ce que c'est, ça va vous faire monter le taux de sucre dans votre sang. N'importe quel aliment, alors beaucoup moins les matières grasses que les lipides, mais à peu près tout le reste, ça fait monter votre taux de sucre. Au-dessus du seuil, qui est en général de 1 gramme, et votre corps, il n'aime pas avoir autant de sucre dans le sang. C'est dangereux pour lui, c'est pas bon pour la santé, donc il va chercher à faire baisser ce taux de sucre. Pour ça, il va sécréter via un organe qui s'appelle le pancréas, une hormone qui s'appelle l'insuline, qui a pour rôle de réguler le taux de sucre dans votre sang. Donc par plusieurs manières. La première chose, c'est cette hormone, elle va aller prendre le sucre qu'il y a dans votre sang, elle va l'emmener à vos cellules, elle va taper à la petite porte de la maison de la cellule qui va ouvrir gentiment sa porte, et qui va prendre du sucre pour fabriquer ensuite de l'énergie pour le corps. Sauf que les cellules, elles n'ont pas besoin de 1 milliard d'énergie, elles prennent ce qu'elles ont besoin, et souvent, avec la consommation de sucre, etc., qu'on a aujourd'hui, on en consomme beaucoup trop, et du coup, il n'y en a pas besoin d'autant. Donc comme il y en a encore trop, et que le taux de sucre il est trop haut, l'insuline, elle va aussi aller le stocker. Donc elle va le stocker dans les réserves de sucre, elle va le transformer en ce qu'on appelle du glycogène, elle va le stocker dans le foie, qui a une bonne réserve, et dans vos muscles. Et s'il y en a encore trop, comme c'est largement le cas, elle ne sait pas faire autre chose que d'aller la transformer et de la stocker. Parce qu'on ne peut pas évacuer le sucre dans les urines ou autre chose, donc elle va le transformer en acide gras et elle va le stocker dans vos cellules qui sont toutes faites pour stocker du gras, pour le mettre en réserve et l'utiliser pour plus tard. Faut savoir qu'il n'y a pas un nombre défini de cellules pour accueillir du gras. Tant qu'elle a besoin, le corps va créer des cellules jusqu'à ce que vous allez mourir parce que vous serez trop gros. Voilà. Et donc c'est comme ça que ça fonctionne. Et avec le problème qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on consomme tellement de sucre tout le temps que l'insuline, on en a toujours au taquet toute la journée, donc on est toujours en train de vouloir donner de l'énergie aux cellules, sauf que si les cellules elles n'ont pas besoin d'énergie, elles ne vont pas aller en prendre. Donc elle va venir toquer à la porte, elle va dire bah non c'est bon, le magasin il est plein, je peux pas le sucre, je ferme la porte à clé, et du coup il y a toujours autant de sucre, donc on va encore sécréter encore plus d'insuline, on va fatiguer le pancréas à faire ça, et c'est ce qu'on appelle la résistance à l'insuline qui s'installe. Et du coup, on se met à stocker. C'est ça qui mène au diabète de type 2. C'est que du coup, on sécrète de plus en plus d'insuline et on ne peut plus évacuer tout le sucre. Et c'est ça le diabète de type 2. Ensuite, il y a le diabète de type 1, qui est plutôt une maladie normalement auto-immune. On ne devient pas diabétique de type 1 au fil des ans. Mais c'est du coup que le pancréas ne sécrète pas l'insuline. On est obligé d'en injecter pour pouvoir réguler le taux de sucre. Voilà. Donc c'est ça qui fait maigrir, qui fait grossir, donc, tout bêtement. C'est pas parce qu'on mange trop gras, etc. C'est parce que le nerf de la guerre, c'est de maîtriser sa production d'insuline
et donc de maîtriser sa glycémie. C'est tout bête, c'est pas plus compliqué que ça. C'est vraiment la base de pourquoi on grossit, c'est ça. Alors après, il y a tout plein d'autres facteurs, il n'y a pas que l'alimentation, on va en parler tout de suite. Et une autre notion à avoir, c'est que suivant ce que vous allez manger, l'impact sur votre taux de sucre ne va pas être le même. Si vous mangez un bout de viande, ou que vous mangez un bonbon, la montée du sucre dans votre sang ne va pas être du tout la même. C'est ce qu'on appelle les indices glycémiques. Donc l'indice glycémique d'un aliment, c'est sa capacité à élever le taux de sucre dans votre sang quand vous allez le manger. C'est classé sur une échelle de 0 à 100. 100, c'est la référence, c'est le glucose pur. Il faut savoir que 100, c'est le glucose pur, et l'équivalent, c'est le pain blanc. Donc, pour ceux qui mangent encore du pain blanc, c'est comme si vous mangez du glucose pur. Voilà. C'est pour ça qu'on dit que le pain blanc, c'est pas très bon à la santé. Et plus c'est bas, et moins votre taux de sucre va monter par votre sang. Voilà, un peu comment ça fonctionne, si on schématise un peu ce que je vous ai dit. Vous allez manger des protéines, des lipides ou des glucides. Le corps, voilà, il va utiliser ce qu'il a besoin comme énergie. Il va transformer tout ça, donc il va aller le distribuer. On pourrait rajouter une petite ligne insuline au-dessus. Mais ce qui est en trop, il va le transformer en graisse, il va le stocker. Et il va vouloir le réutiliser plus tard, sauf qu'il faut que vous sachiez un truc, c'est que la règle qui fait que vous pouvez utiliser votre propre gras pour fabriquer de l'énergie, c'est si vous n'avez pas d'insuline ou très peu d'insuline. Si vous êtes au taquet d'insuline toute la journée, votre corps va verrouiller vos cellules de gras et vous n'allez jamais pouvoir aller taper dedans. C'est pour ça que la maîtrise de l'insuline est hyper importante. Hop. Donc ça, c'est un exemple au niveau des indices glycémiques d'une courbe du taux de sucre dans votre sang, suivant les indices glycémiques. On les case dans 3 catégories sur l'échelle de 0 à 100. Ce qu'on appelle les IG bas, donc indice glycémique en dessous de 55, moyen de 55 à 70, et élevé au-dessus de 70. Quand vous allez manger l'aliment, s'il est IG élevé, vous voyez le taux de sucre monte hyper rapidement dans votre sang, vous allez faire une hyperglycémie. Sauf que comme votre corps, il n'aime pas ça, c'est hyper dangereux pour lui, il va sécréter beaucoup d'insuline pour faire baisser le taux de sucre, sauf qu'il va le faire baisser beaucoup trop vite, et vous allez tomber en dessous du seuil normal, vous allez vous faire une hypoglycémie en réaction à l'insuline. Et vous savez ce que c'est, ce petit pic-là, après que vous ayez mangé? C'est le gros coup de barre que vous avez après avoir mangé. C'est pas parce que vous avez trop mangé, parce que vous avez consommé beaucoup trop de sucre. Et du coup, votre corps, il n'aime pas être dans cet état-là, du coup, tout mou, il a envie d'aller taper les siestes. Du coup, le seul truc qu'il a envie de vous faire, c'est que vous retrouviez de l'énergie, donc il va vous faire titiller au niveau du cerveau, et vous dire, va manger du sucre, parce que moi, je vais retrouver un gros boost, un gros shoot d'énergie tout de suite, et vous allez repartir. Et en fait, dans l'alimentation qu'on a aujourd'hui, on fait ça toute la journée. Donc en fait, on est en train de stocker toute la journée et on déstocke rarement, à part la nuit quand on dort par exemple 16 heures, mais on déstocke très rarement. Donc c'est pour ça qu'on grossit continuellement. Si vous prenez un IG moyen, la montée va être beaucoup plus limitée, plus contrôlée. Vous allez de nouveau un petit peu descendre en dessous du seuil, et du coup il n'y aura pas cette notion d'hypoglycémie aussi forte que sur les IG hauts. Et les IG bas, vous allez monter tout doucement, vous allez apporter de l'énergie en continu, de façon très longue, et vous n'allez jamais redescendre en dessous du seuil. Donc le nerf de la guerre dans l'alimentation, c'est plutôt de consommer les IG bas, un petit peu moyen de temps en temps de manière raisonnée, et cela, c'est plutôt ce qu'il faut évincer ou avoir vraiment très limité. Voilà, là on va parler, je vous donne un dernier régime que je ne vous ai pas mis juste avant, parce que je voulais vous expliquer la notion d'indice glycémique, parce que c'est basé là-dessus, c'est le régime Montignac. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, celui-là. Ouais, on en entend, il est pourtant connu depuis un moment, parce que du coup il est basé sur... c'est basé sur la maîtrise du coup de l'insuline. Donc par rapport à ce que vous allez manger avec l'alimentation que vous allez adopter avec ce régime, vous allez maîtriser votre insuline, votre glycémie, et du coup ne pas grossir et plutôt taper dans votre gras et maigrir. Il y a 2 phases dans ce régime. Il y a une première phase où vous allez consommer des IG moyens, voire très très bas, pendant un bon moment, beaucoup de légumineuses et quelques viandes. La deuxième phase, c'est une réintroduction des IG hauts, mais d'une manière un peu plus maîtrisée et de la meilleure manière pour travailler sur ce qu'on appelle la résultante glycémique, donc de travailler pour que vous n'ayez pas de pic de glycémie et plutôt une glycémie plus maîtrisée. L'avantage de ça, c'est que ce régime il est très bien pour perdre du poids.
Vous allez consommer des aliments frais, c'est préconisé de manger des bonnes choses, des bons fruits, des bons légumes. Vous n'allez pas avoir à compter les calories, vous n'allez pas avoir de restrictions sur les quantités, vous mangez à votre faim, c'est une bonne chose. L'inconvénient, bah, c'est un régime, voilà. Mais il y a quand même une longue période de privation parce que la phase 1 peut être très très longue, et suivant l'alimentation qu'on avait avant, ça peut être un peu rude de changer du tout au tout, ça peut être un peu frustrant du coup. Et il n'y a pas, dans ce régime-là, il n'y a pas de notion d'activité physique, de faire du sport ou de choses comme ça. C'est pas qu'ils s'en fichent, mais c'est pas très important pour eux. Et il n'y a pas, par contre, de... Qu'est-ce que je disais? Oui, il y a une histoire aussi de dissociation, c'est-à-dire qu'il y a des repas, il faut que vous réfléchissiez, de ne pas mettre des glucides et des féculents en même temps, ou des trucs comme ça. Donc c'est une manière un peu particulière de s'alimenter. Mon avis, c'est bon, c'est un régime, je ne le préconiserai pas. Par contre, la notion d'index glycémique, c'est ce qu'il faudrait que vous appreniez et que vous gériez au quotidien au niveau de vos repas pour pouvoir gérer votre glycémie de la meilleure manière. Donc ça, c'est hyper intéressant. Mais par contre, comme il y a beaucoup de privations et que ça peut être très long, moi je ne le conseillerais pas proprement parler comme ça. Hop. Je voulais faire un petit arrêt sur la différence entre mincir et maigrir. La différence, c'est qu'on cherche toujours à perdre du poids et perdre, d'être focus sur sa balance. C'est-à-dire, j'en ai marre, je mange de la salade et puis des œufs, et il n'y a pas un gramme qui perd sur la balance, ou alors j'ai fait tout ce qu'il faut et je ne sais pas pourquoi, du jour au lendemain j'ai repris 2 kilos. De rester focus sur ce chiffre, c'est pas ça en fait le plus important. Il faut arrêter d'être dans les dictats de la mode ou des choses comme ça, de vouloir faire une taille 36 comme il y a dans les magazines. Il faut savoir que les filles qui sont dans les magazines, etc., elles sont minces, mais ça ne veut pas dire qu'elles sont en bonne santé. Loin de là. D'être mince, ça ne signifie pas qu'on est en bonne santé. Pas tout le temps. Donc il y a vraiment une différence entre vouloir maigrir et perdre des kilos et vouloir mincir. Si vous faites 130 kg, oui, c'est important de vouloir maigrir et perdre du poids. Voilà, sur les articulations, c'est important. Par contre, si vous voulez vous dire, je vais perdre 3-4 kg, au final, est-ce que vraiment ces 3-4 kg, le chiffre sur la balance, ils sont importants? Ou tout ce que vous voulez, c'est juste affiner votre silhouette quand vous regardez dans le miroir. C'est plus important, non, le miroir et comment vous voyez, que le chiffre sur une balance. Vous êtes d'accord? Donc c'est ça la différence. Et il faut réapprendre, en fait, il y a tout un travail. Quand on veut améliorer sa santé et perdre du poids ou mincir, il y a tout un travail personnel à faire. De nouveau s'accepter, de se dire potentiellement j'ai peut-être 2-3 kilos en trop, mais au final ce chiffre, qu'est-ce qu'il veut vraiment dire? Au final, si je me regarde dans le miroir, je suis plutôt pas mal, enfin, voilà, je me trouve bien. De me dire je veux faire tel chiffre, ça rime à rien, sachant qu'en plus, si vous vous dites dans votre tête je veux faire 50 kilos, si votre corps il a décidé que vous ne ferez jamais 50 kg, vous ne ferez jamais 50 kg. Ça ne sert à rien de se battre contre votre corps pour faire un poids. Votre corps, à l'intérieur, il a un thermostat propre à lui au niveau de votre poids, où quand il est dans ce poids-là, il se trouve bien. Il n'a pas envie d'être en dessous, pas envie d'être au-dessus. Donc cherchez pas à aller plus bas, de vous battre avec des régimes, etc. Vous ne gagnerez pas, clairement. Vous ne gagnerez pas face à votre corps, vous ne gagnerez pas face à votre cerveau. Donc prenez plutôt de retrouver de l'estime de vous, de vous aimer à nouveau et plutôt de vouloir chercher à mincir que de maigrir, sachant qu'il y a ce qu'on appelle la recomposition corporelle. Si vous vous remettez à faire un petit peu de sport que vous ne faisiez jamais avant, vous allez prendre de la masse musculaire, vous allez perdre du gras, vous n'allez pas perdre un seul gramme sur votre balance, mais vous allez perdre 20 cm de tour de taille. Parce que du coup, le gras est beaucoup plus dense que le muscle, et c'est pour ça que vous mincissez. Et c'est quand même beaucoup plus intéressant. Donc je voulais bien vous parler de ça et de faire la différence entre ces deux choses-là. Il y a d'autres choses qui influent sur le poids. Il y a les habitudes de vie, comportement alimentaire, l'activité physique, l'entourage. Voilà, des fois, on se retrouve à faire un repas qu'on n'avait pas forcément voulu, pour faire un peu comme tout le monde, on ne va pas dire non, on va le manger, même si ce n'est pas forcément bon pour votre santé. Physiologie, il y a quand même une grosse part d'hérédité, le sexe, l'âge, les hommes et les femmes on n'est pas tous égaux face au poids, etc. Surtout avec les hormones, etc. Tout ce qui est prise de médicaments, l'arrêt du tabac. Tout l'aspect socio-culturel, le statut économique. Si vous voulez manger tous les jours à l'extérieur, quelqu'un qui a beaucoup d'argent, il va aller se prendre des restaurants avec une bonne qualité de ce qu'on mange. Quelqu'un qui n'a pas beaucoup de sous, ce qu'il va manger, c'est un pot sandwich à la boulangerie au pain blanc, parce qu'il ne peut pas se payer plus. Donc il y a quand même une notion économique qui est importante là-dedans. Le type de travail, sédentarité, tout ça, la publicité, l'environnement dans lequel on vit, les normes de beauté, comme je disais sur le magazine, et aussi toutes les pressions extérieures qu'on peut avoir. Et le dernier aspect, c'est l'aspect personnel. Le stress, l'anxiété, les troubles émotionnels influent énormément sur votre poids.
faut savoir qu'à peu près 90% des clients que j'ai accompagnés jusqu'à aujourd'hui, le gros problème, c'était clairement pas la nutrition ou l'alimentation, mais c'était la gestion des émotions, le stress, l'anxiété. Et ça crée des problèmes de poids et ça empêche de perdre du poids, ça fait prendre du poids, plus que parfois de mal manger. Ou alors, voilà, l'accident de la vie, un deuil, un divorce, un chômage qui mène un peu à de la dépression, des choses comme ça, et à modifier son alimentation, et pas de la bonne manière. Je voulais vous montrer ça très rapidement, la classification des indices glycémiques. Si ça veut bien s'ouvrir. Bon, ça ne veut pas s'ouvrir là. Tac. Donc voilà, ça c'est les trois catégories. Alors vous le retrouvez sur internet très facilement, ce genre de tableau. Et voilà les IGBA, tous les légumes sont IGBA, les fruits à coque, certaines céréales, certains pains spéciaux, des farines, les féculents comme les lentilles, etc., les légumineuses, ça c'est très bon à la santé. Certains produits sucrants, même si je ne vous conseille pas du tout tout ce qui est édulcorant, etc., parce que les études sortent que ça modifie le microbiote dans vos intestins, c'est pas forcément mieux à la santé. Et en plus, vous gardez l'appétence au sucre au niveau du cerveau. Ensuite, dans les IG moyens, il y a aussi quelques féculents, certains fruits. Il y a une règle qu'il faut savoir sur l'indice glycémique, c'est plus vous allez cuire quelque chose, plus vous allez le transformer, le hacher, le réduire en purée, etc., plus ça va faire monter son indice glycémique. Par exemple, une patate crue, je crois que c'est 60 sur 100. Quand vous allez la faire cuire, ça va monter à 75. Quand vous allez la faire frire dans de l'huile, ça peut monter jusqu'à 85 sur 100. Une patate, vous la faites cuire normalement, elle va avoir un IG. Si vous la réduisez en purée, ça va faire monter son indice glycémique. Donc il y a aussi cette notion-là. Et les IG très hauts, voilà, tout ce qui est certains fruits, la pastèque, etc. Le pain blanc, certaines farines, le sucre, sirop de maïs, etc. Voilà. Je vous invite à aller regarder ça sur internet et à essayer d'adopter des comportements quotidiens un peu plus axés là-dessus et de faire vos choix plutôt sur les zones vertes et oranges plutôt que sur les rouges. Je voulais faire une petite aparté là-dessus sur les dangers du marketing et de la pub chez les enfants. Alors, ça, il n'y a pas d'enfants, vous en parlerez aux enfants. Moi, je pense qu'il y a un réel créneau quand même dans les écoles pour parler de nutrition. Parce que c'est, avec les chiffres que je vous ai dit au début, je trouve que c'est assez dramatique. Je vous en donner quelques-uns. 38 millions d'enfants de moins de 5 ans en surpoids et obésité dans le monde. 340 millions d'enfants dans le monde de 5 à 19 ans. Et en France, en 2020, il y a 34% des enfants de 2 à 7 ans qui sont surpoids en obésité et 21% des 8 à 17 ans. C'était il y a 2 ans, c'est pas moins aujourd'hui, clairement. Donc voilà, il faut savoir que les habitudes alimentaires qui sont initiées pendant l'enfance, ça va influencer la santé que qu'ils vont avoir à l'âge adulte. Il faut savoir que le sucre, c'est une réelle addiction. Il y a des études qui ont été menées avec des souris, avec un côté de la cocaïne, de l'autre côté du sucre. Elles ont fini à être beaucoup plus addictes au sucre qu'à la cocaïne, les souris. Donc c'est vraiment réel. Qui n'a jamais eu envie et de la salive en marchant dans la rue et en sentant juste l'odeur de la boulangerie? C'est pas parce que vous avez faim, c'est juste que vous avez titillé des choses dans votre cerveau, une partie de plaisir, etc. Et vous avez envie d'aller bouffer du sucre. Donc le sucre, c'est hyper addictif. Alors après, au niveau de... Il y a une chaîne de responsabilité quand même sur l'obésité, etc. chez l'enfant. D'abord l'industrie agroalimentaire. Ensuite, il y a la grande distribution. Faut pas croire que comment c'est foutu dans votre Auchan, etc., c'est fait pour faire des meilleurs choix pour votre santé. Non, c'est plutôt pour vous forcer à acheter tel ou tel truc. Il n'y a pas des rayons complets de courgettes quand vous rentrez, c'est plutôt des rayons de bonbons. Vous avez du gâteau, du chocolat. Ensuite, il y a malheureusement les parents. Alors, soit par incompréhension, par non-connaissance, ignorance, un peu laxisme, mais malheureusement, c'est un peu dans la chaîne de responsabilité. Et il y a le marketing et la publicité. Quand votre enfant est devant la télé, qu'il voit des pubs de McDo, etc., surtout à son âge où il ne comprend pas tout ce que c'est la nutrition et compagnie, ce que ça fait au corps, ça va être le premier à aller faire les courses, à vous tirer sur la manche. Ah, j'ai vu ça à la télé, le nouveau bonbon, il y a marqué que ça provoque du plaisir ou que ça détend, est-ce que tu peux me l'acheter? Alors qu'en fait, c'est pas du tout ça, la réalité du truc. Donc, il faut faire attention à la publicité avec les enfants. Il faut savoir que tous ceux qui créent les régimes, la plupart, c'est d'anciens PDG de l'agroalimentaire. Donc ils savent très bien comment ça marche, ils savent très bien comment vous vendre des régimes par la suite quand vous avez mangé tout et n'importe quoi.
Et il y a quand même toutes les études on va dire, de santé qui sortent. Il faut savoir qu'il y en a beaucoup qui sont payés par Coca-Cola. Alors on va vous dire, est-ce que c'est vraiment très fiable comme étude sur la santé? Et les publicitaires, eux, leur délire, quand ils nous donnent ça à la télévision, c'est de manipuler les émotions. Donc ils manipulent les émotions de vos enfants, qui à leur âge ne savent pas ce que c'est que des émotions, et ils suivent bêtement ce que ça leur provoque, et le sucre, etc. C'est une sensation de plaisir, ça fait du bien, c'est cool, et c'est pour ça qu'ils suivent tout ça, et que malheureusement, vous ne pouvez pas tout contrôler. Donc les enfants, ils vont à l'école, machin, après en sortant, en attendant le bus, ils vont acheter des bonbons, et voilà. S'ils n'avaient pas vu ce bonbon, peut-être qu'ils ne l'auraient jamais mangé, s'ils n'en avaient pas entendu parler. Tout ce qu'on n'a pas chez soi, on ne va pas le manger non plus. Donc si vous n'avez pas de bonbons chez vous, vous ne mangez pas de bonbons. Qu'est-ce que je pouvais dire? Oui. Les études prouvent aussi que le marketing influence les choix alimentaires des enfants vers des produits qui sont tout sauf sains. Bien au contraire. Il n'y a aucune raison que, alors les industriels en plus, l'agroalimentaire, etc., et les industries pharmaceutiques, je ne fais pas de complotisme du tout, mais ils travaillent un peu tous ensemble, il n'y a aucune raison pour eux que vous soyez en bonne santé, ou en meilleure santé. Et du coup, tout ça, aujourd'hui, c'est malheureusement aussi accentué, tout ce qui est influenceur sur les réseaux sociaux, malheureusement, et les jeunes sont beaucoup plus à regarder Instagram, Facebook, etc. Et tous ces influenceurs qui disent, voilà, j'ai testé, il y a un mec l'autre fois, il disait, voilà, je me suis fait des repas à 8000 calories, je crois, sur une journée. Ça n'a aucun sens de faire ça, et forcément, il y a un gamin qui va vouloir éviter le même truc, qui va se bousiller la santé avec ça. Les problèmes, voilà, ça amène à l'obésité, des maladies, ce qu'on appelle métaboliques, comme le diabète, etc. Des maladies neurodégénératives, le sucre, ça crée beaucoup de problèmes, surtout aussi au cerveau. Donc tout ce qui est maladies neurodégénératives, la dépression, des troubles du comportement alimentaire. Donc les solutions, elles sont toutes bêtes, c'est limiter un peu la pub chez les enfants à la télé. Il y a quand même des pays qui enlèvent les pubs au niveau sucre, etc. À certaines heures pour pas que les enfants les voient. Ça c'est plutôt bien. C'est pas encore arrivé chez nous malheureusement. Je trouve intéressant d'éduquer les enfants à l'alimentation et à la nutrition et savoir que tel ou tel truc c'est pas bon pour la santé et ça provoque des problèmes. C'est plus intéressant. Et je pense que ce qui est encore plus intéressant, je ne sais pas si vous le savez tous ce soir, mais si vous êtes là demain, je peux vous apprendre à le faire sur mon stand, c'est apprendre à lire une étiquette alimentaire. Si vous savez lire une étiquette, vous savez faire les bons choix dans votre alimentation au quotidien. C'est écrit trop petit. C'est fait exprès pour pas qu'on puisse le lire. Mais non, c'est vrai. Et tout est fait pour vous tromper. Dans la liste des ingrédients, il y a marqué sucre, mais comme tout le monde maintenant sait que le sucre c'est pas forcément très bon, et ils mettent des dérivés, dextrose, sucralose, friandose, c'est des dérivés du sucre. Ils mettent de l'amidon de quelque chose, et du sucre. Ils mettent des sirops de machin. Ils font tout en fait pour vous tromper et pour que vous dites c'est bon, il n'y a pas de sucre, il n'y a pas écrit sucre, il n'y a pas de sucre. Et en fait, si. C'est tout ce que je voulais dire sur ça. Donc là, on va parler de quelques modes d'alimentation. Je regarde juste si je suis pas trop. Quelques modes d'alimentation que moi je trouve intéressants à discuter aujourd'hui. Donc il y a celui qui est très connu. Alors aujourd'hui, on cherche plutôt à végétaliser son alimentation, à manger un peu moins de viande, de choses comme ça, par rapport à la planète, au gaz à effet de serre, par rapport à la surproduction de viande, etc. Il faut savoir qu'on est quand même 8 milliards d'humains sur Terre. C'est peut-être plus nous qui avons des problèmes au niveau du gaz à effet de serre que les élevages de vaches. Mais c'est intéressant de végétaliser son alimentation. Manger plus de végétaux, ça améliore quand même la santé, si vous trouvez. Ça permet de vivre plus longtemps. Il y a des études qui montrent ça. Petite parenthèse, la même étude vous dit que quand vous mangez plus de végétaux, vous avez plus de risque de faire un AVC. C'est juste parce qu'en fait, vous vivez plus longtemps. Donc forcément, vous avez plus de risque de faire un AVC. Mais c'est pas parce que vous mangez plus de végétaux, vous avez plus de risque de faire un AVC. C'est tout ça. Donc ça aussi, les études, il faut un peu les pondérer. Voilà. Ça date d'il y a très longtemps. Il faut savoir que le végétarisme, il a ses origines à la Grèce antique, et c'est Pythagore, que vous connaissez je pense tous, vous avez appris à l'école, qui était le premier végétarien. On va dire. Après, il y a Einstein, Léonard de Vinci et Gandhi qui ont suivi ce même mode d'alimentation. Il y a plusieurs variantes là-dedans. Il y a, alors, je les lis parce que je ne les connais pas par cœur, les ovo-lacto-végétariens, donc eux ils ne consomment pas de viande mais des œufs, du lait, des produits laitiers. C'est ce qui est le plus courant en Europe comme forme de végétarisme. Les ovo-végétariens, ils mangent des œufs mais pas de produits laitiers. Les lacto-végétariens, ils mangent trop de laitier, pas d'œufs. Et les pesco-végétariens, ils acceptent de manger du poisson de temps en temps.
Et c'est tout. Ensuite, il y a le végétalisme. Donc ça, c'est la forme stricte du végétarisme, c'est-à-dire que vous n'allez pas consommer de produits animaux dans votre alimentation, y compris le miel. Ici, les abeilles, ça ne consomme pas non plus. Et après ça, il y a une forme encore plus poussée, il y a le véganisme. Donc ça date de 1944 avec Donald Watson, ça s'appelle, le premier vegan. Et c'est plus un mode de vie, du coup, qui exclut toute forme animale de l'alimentation, mais aussi tout ce qui est autour. Donc tout ce qui est exploitation, souffrance, cruauté envers les animaux, il l'exclut. Donc tout ce qui porte atteinte aux animaux. Donc pas de cuir, pas de coton, pas de choses comme ça. Là, l'avantage de tout ça, alors c'est écologique. Ça permet d'utiliser une meilleure santé, ce qui est prouvé, de permettre de vivre plus vieux. L'inconvénient, quand on prend ce type d'alimentation, c'est que ça peut mener à des fringales, suivant la quantité qu'on va manger, parce que les protéines animales sont plus rassasiantes que certaines protéines végétales. Il peut y avoir des carences possibles. Si déjà vous êtes carencé à la base, que vous ne consommez pas suffisamment de végétaux, vous pouvez vous retrouver carencé en certaines vitamines. D'ailleurs, les végétariens se supplémenter en vitamine B12, parce qu'elle se trouve dans les protéines animales et pas ailleurs. On fait attention aux aliments ultra transformés, parce que du coup l'industrie et le marketing du végétarisme et du véganisme vous proposent des produits en mode steak végétarien, etc. C'est encore pire que tout. C'est plein d'additifs, plein de sucre, etc. Donc oui, il y a des protéines végétales, mais au final c'est plus anti-santé qu'autre chose. D'où l'importance de savoir lire l'étiquette. Donc faire attention à ça, et on est obligé de prendre des compléments alimentaires quand même sur pas mal de points. Mon avis, je rejoins le même avis que celui qui m'a formé, qui s'appelle le docteur Yann Rouget, qui est expert en neurosciences et en nutrition. C'est que c'est une très bonne alimentation du moment où on a des compétences à minimum en nutrition et en alimentation, qui vous permet de manger végétal, mais de manière bien équilibrée, en apportant tout ce qu'il faut, en évitant le plus de risques de carence possible, et que ça ne nuit pas à votre santé, que ce soit plus bénéfique que négatif. Mais c'est très bien de vouloir végétaliser son alimentation. Hop. On a ensuite la chrononutrition. Vous avez déjà entendu parler de ça? Ouais. Donc la chrononutrition, c'est une étude des variations en fait, de la vitesse d'assimilation des nutriments suivant l'heure de la journée. Donc c'est basé en fait sur les hormones et les enzymes qui varient tout au long de votre journée. C'est basé sur le rythme circadien. Donc le rythme circadien, c'est l'horloge interne de votre corps sur 24 heures. C'est un régime qui a été créé il y a 35 ans par monsieur le docteur Delabosse. Et il indique en fait à quel moment il est préférable de manger telle ou telle chose pour que ce soit mieux assimilé par votre corps. C'est basé sur 4 repas. Donc il y a le petit déjeuner, où là, c'est un peu comme ce que je vous recommandais, et ça c'est pas propre à ce régime, ça doit être fait par tout le monde. Il faut manger des bonnes protéines, des bonnes matières grasses et des glucides complexes. Pas de glucides simples, pas de fruits, etc. le matin. Plutôt du pain au levain, du pain au sarrasin, voilà, avec des indices glycémiques qui sont bas et beaucoup de fibres. Donc ça c'est intéressant le matin. Ensuite au déjeuner, on mange varié, avec des protéines, des légumes, des glucides toujours complexes, et des féculents complexes et des légumes. En collation, donc à 4-5 heures, suivant quand on a faim, et on se mange justement à ce moment-là un peu de sucre. Donc des glucides simples, du chocolat noir, et des graisses végétales, comme des oléagineux, et du coup un fruit entier. Pourquoi? Parce qu'en fait, à 16h, il faut savoir qu'à 16-17h, c'est là où votre taux de glycémie est le plus bas dans votre journée. Donc c'est presque le meilleur moment pour manger un petit peu de sucre, pour éviter de monter trop haut au niveau de votre glycémie. Et ensuite le dîner, qui sera plutôt très léger, avec du poisson maigre ou de la viande maigre, un peu de légumes ou un potage, pas de féculents, pas de glucides simples. Voilà. Le soir, on mange très léger. Le régime, il peut s'adapter aussi, alors si vous allez pousser vos recherches, ça peut s'adapter aussi au morphotype. Donc suivant si vous êtes taillé comme ça, taillé comme ça, ou taillé comme ça. Vous regardez à la liste, il y en a une quinzaine de morphotypes, et ça vous dira, potentiellement, il faut manger un peu plus de ça à telle heure, mais c'est pas non plus une science exacte, donc mais c'est trop long, je vais vous en parler ce soir. Les avantages, c'est que ça permet de perdre du poids durablement et sainement. Ça a plutôt tendance à vouloir rééquilibrer le corps et vos hormones, et ça c'est bien. De limiter tout ce qui est maladie métabolique, diabète, maladie cardiovasculaire. Il n'y a pas de frustration, il n'y a pas de privation, on mange de tout. Et c'est plus du coup un mode de vie. Voilà. Et ça c'est pour moi très intéressant comme mode de vie. L'inconvénient par contre, c'est que si on est dans un optique de vouloir perdre du poids, ça peut être frustrant, parce qu'on ne va pas perdre du poids en 2-3 mois.
c'est plutôt sur du long terme, etc. Donc il faut être patient pour faire cette alimentation, il ne faut pas être trop pressé, c'est pas forcément vraiment un inconvénient. Mon avis, donc c'est très intéressant, mais c'est pas forcément quelque chose pour maigrir, c'est plutôt pour améliorer sa santé globale et donner à votre corps les bonnes choses au bon moment pour qu'il fonctionne mieux et que dans l'ensemble de votre corps, de tout au pied, ça améliore l'aspect global de votre santé. Voilà. Donc moi je trouve que c'est très bien. Hop. Celle-ci, est-ce que vous en avez entendu parler? Oui? Non? Ouais, un petit peu. Alors moi je la connais bien parce que je l'ai pratiquée pendant 2 ans et demi, un peu moins en ce moment, mais je l'ai pratiquée longtemps. C'est ce qu'on appelle l'alimentation LCHF ou cétogène. LCHF pour low carb, high fat, faible en glucides et élevé en matière grasse, en lipides. On appelle ça aujourd'hui un régime, mais c'est tellement faux. C'est pas un régime du tout. Il faut savoir qu'en fait, il y a très longtemps, cette alimentation, on appelle ça comme ça, elle a apparu en fait pour traiter les enfants atteints d'épilepsie. Parce qu'en fait, le but de cette alimentation, c'est de baisser ses apports en glucides, en sucre, tout qui soit, même dans les légumes, les fruits, partout, de consommer beaucoup plus de matières grasses de qualité et de forcer le corps en fait à épuiser toutes ses réserves de sucre pour aller utiliser son propre gras et créer des molécules d'énergie qui s'appellent des corps cétoniques, d'où le nom cétogène. On finit ce qu'on appelle dans un état de cétose, et ces corps cétoniques, c'est fabriqué par le foie, et c'est des molécules d'énergie qui sont anti-inflammatoires, dont le cerveau raffole particulièrement, beaucoup plus que du sucre dans son fonctionnement, et ça permettait de calmer les crises d'épilepsie des enfants. Par contre, le jour où l'industrie pharmaceutique a inventé des cachets, on a arrêté de changer l'alimentation des enfants, c'est plus facile de prendre des pilules. Donc c'est un peu disparu, mais ça revient au devant de la scène depuis quelques années, et de plus en plus aujourd'hui. Donc c'est pas un régime, c'est plutôt une alimentation, on va dire, thérapeutique. Vraiment, parce que ça permet de réguler, de retrouver un équilibre au niveau des hormones qui sont complètement déséquilibrées par tous les régimes que vous avez fait, vous avez maltraité votre corps pendant des dizaines d'années. Moi le premier, j'ai 10-15 régimes avant, donc mon corps est vraiment pas bien. Et du coup, ça permet de guérir ce qu'on appelle la résistance à l'insuline. De ne plus avoir à stimuler le pancréas pour sécréter de l'insuline tout le temps, parce qu'en mangeant très peu de glucides, vous ne sécrétez pas d'insuline, ou très peu. Du coup, vous retrouvez une sensibilité à ça, vos cellules retrouvent une sensibilité à tout ça, et c'est très bien pour la santé. Il y a des études aujourd'hui qui sont en train d'être menées où cette alimentation contre les cancers est très intéressante. Richard le disait cet après-midi dans sa conférence, le cancer, pour étouffer un cancer, c'est pas compliqué, vous arrêtez de manger du sucre. Mais du coup, le sucre, ça veut tout réellement. On va parler de glucides, que ce soit, alors ils ne se mêlent pas tous, mais dans cette alimentation-là, que ce soit des glucides de légumes, des glucides du fruit ou du sucre blanc, c'est la même chose. Voilà. Ça va provoquer de toute façon la même chose au niveau de votre taux de sucre, donc il n'y a pas de réelle différence là-dedans. Par contre, de consommer des bons gras, ça va vous aider à fabriquer toutes ces molécules d'énergie, jusqu'au moment où votre corps il va comprendre qu'il a retrouvé cette faculté à faire ça. Il savait très bien le faire il y a très longtemps. Par exemple, j'ai 32 ans, je savais le faire il y a 32 ans. Il y a 31 ans, d'ailleurs. Le bébé, quand il naît, le lait maternel, c'est pratiquement que du gras. Il n'y a pas autre chose, pratiquement dedans. Donc en fait, le bébé, il est déjà en état de cétose, en fait, quand vous le nourrissez. Il produit, il a besoin de gras, parce que ça va faire fabriquer les hormones pour que tout fonctionne correctement, et vous ne consommez pas de sucre dans votre lait maternel. Donc cette voie-là. Et les ancêtres, il y a très longtemps, quand il y avait des périodes où il n'y avait pas de végétaux, de blé sauvage, etc., ils rentraient dans cet état-là parce qu'ils consommaient de la viande et puis c'est tout. Voilà. Oui, jeûner, et savoir que quand on jeûne et qu'on a épuisé ses réserves de sucre, on tombe dans le même état. Du coup, on n'a plus de sucre, il faut qu'on fasse autre chose, et du coup, on utilise notre propre gras pour fabriquer de l'énergie. Avec tous ces corps cétoniques, on a une meilleure clarté d'esprit, parce que je vous disais que le cerveau adore utiliser ça, je vous dis c'est incroyable. Si un jour vous voulez tester, c'est incroyable, comme on carbure à 1000 à l'heure, on a des idées dans tous les sens, une énergie beaucoup plus importante, et les avantages de tout ça, c'est que ça permet une perte de poids, mais c'est pas du tout la base du truc. La base de cette alimentation, c'est de rééquilibrer votre corps, vos hormones, que tout recommence à fonctionner correctement, que du coup votre cerveau et votre corps ils se retrouvent en meilleure santé, et in fine, s'il se trouve bien comme il va se dire « Ah putain, mais ouais, j'ai peut-être 20 kilos en trop, ils n'ont rien à foutre là », et là il va commencer à les enlever, et à piocher dans votre propre gras. Mais parce qu'il se sent bien. Enfin, pas assez bien parce qu'il y a trop de gras, mais tout est bien équilibré, etc.
Et au niveau sportif, c'est ultra intéressant, je vous le disais, les sportifs de fond qui font des centaines et des centaines de kilomètres, et ben il y en a certains qui utilisent cette alimentation pour pouvoir avoir une énergie quasi illimitée. Parce que si vous utilisez vos propres réserves de gras comme énergie, vous pouvez courir à des milliers de kilomètres si vous voulez. Les réserves de gras sont quasi limitées, même si vous êtes maigre à 3-4% de gras dans votre corps, vous pouvez courir, il y a des milliers et des milliers de calories disponibles pour courir en tant qu'énergie. Cette alimentation, elle permet clairement de vous sevrer du sucre et d'enlever l'addiction que vous avez au sucre, parce que vous n'en consommez plus. Donc moi par exemple, aujourd'hui, vous me mettez un pain au chocolat ou machin, ça me fait ni chaud ni froid. Tout à l'heure, d'ailleurs, j'ai mangé la petite tartelette aux noix, là, que j'ai trouvé extrêmement sucrée. Maintenant, j'ai une appétence au sucre qui est plus du tout comme avant. Je peux manger un chocolat à 99%, ça ne me pose pas de problème. 70%, c'est trop sucré pour moi, je ne prends pas de plaisir. Ça nous permet de vous éduquer aux étiquettes, parce que forcément, pour ne pas consommer de sucre, il faut lire les étiquettes, il y en a partout. Donc, obligé de savoir lire les étiquettes. Et l'inconvénient, c'est que par contre, c'est une alimentation qui est complexe à mettre en place. Il faut quand même apprendre des choses, c'est pas évident. Il y a une période d'adaptation, c'est un peu désagréable au début quand vous switchez entre les sucres comme énergie avec les gras. Il y a ce qu'on appelle une grippe. En fait, une grippe, c'est pas de bactéries, mais c'est les effets d'une grippe, vous tremblez un petit peu, ça un peu le sevrage du sucre. Moi, je vous le dis, quand j'ai fait cette alimentation, je suis resté 2 jours dans mon lit à trembler comme un mec en manque de cocaïne, machin. Et le lundi matin, j'étais frais comme un gardon, de l'énergie comme jamais j'avais eu. D'autres inconvénients, c'est qu'il n'y a pas énormément d'études sur le long terme là-dessus. Comme voilà, ça revient sur le devant de la scène depuis quelques années. Donc il n'y a pas d'études sur une alimentation comme ça pendant 10 ou 15 ans, comme il peut y avoir ailleurs. Certains disent que ça peut être lassant de manger beaucoup de gras, etc. Il y en a qui n'y arrivent pas à manger beaucoup de gras, il y en a qui n'aiment pas le gras, donc c'est pas fait pour eux, c'est pas fait pour tout le monde. Et il faut faire attention aux écarts. Le moindre écart, ça vous fait rebasculer en mode brûler du sucre, et ça peut être très désagréable, ça peut vous provoquer des maux de tête et des choses comme ça. Mon avis, c'est que c'est très bien comme alimentation temporairement pour renverser un problème, un diabète, une résistance à l'insuline, un cancer, quelque chose, une pathologie quelconque, un peu importante. Sous réserve d'être suivi par quelqu'un, d'apprendre, beaucoup se documenter sur ce que ça fait, et moi je préconise d'être accompagné par des nutritionnistes, des diététiciennes qui ont cette alimentation, j'en connais, ou des conseillers comme moi en nutrition qui la pratiquent depuis longtemps et qui la connaissent très bien. Mais c'est pas se lancer à dire hey, j'arrête de manger du sucre du jour au lendemain, je ne consomme plus rien. Et voilà. Ça peut être plus dangereux qu'autre chose pour votre santé, surtout si vous ne consommez pas assez de gras. Donc voilà, si vous voulez qu'on en discute un peu plus, on pourra en discuter demain, si vous voulez. Et le dernier mode, c'est le paléo, l'alimentation ancestrale. C'est ce qu'on appelle l'alimentation paléo, mais plus 2.0. Il existe le régime paléo, mais l'alimentation ancestrale, c'est plus une version 2.0 de cette alimentation. C'est tout ce qui, en fait, la façon dont mangeaient nos ancêtres. Ça s'inspire de ça. Donc c'est plutôt privilégier les aliments qui apportent le plus de bienfaits et de protection pour votre corps, en fait. Donc ça limite tout ce qui est les aliments par rapport à votre sensibilité. Si vous avez du mal à digérer les produits laitiers, vous ne pouvez pas en consommer. Ou les graines, les légumineuses, des choses comme ça, vous ne consommerez pas non plus. Ou alors vous allez adapter la façon de les préparer, tout ça. Mais on privilégie par contre beaucoup de protéines animales, mais exclusivement bio, sauvages, élevées à l'herbe, donc cuits dans leur graisse, dans la graisse animale, voilà. Des insectes aussi, mélangés à des œufs ou à des légumes. Ensuite, les insectes c'est un peu la merde, je pense. Au bout d'un moment, il y aura tout ça à manger. Les légumes à chaque repas, sauf si vous avez des pathologies comme des problèmes de digestion, mais voilà, il faut qu'ils soient bio, de saison et local, pas autrement. Les produits laitiers, exclusivement du lait cru de brebis ou de chèvre, pas de vache. Ou alors, si c'est du lait entier cru de vache, il faut savoir si c'est que des vaches qui ont mangé de l'herbe, etc. Ou autre chose. Parce que du coup, même si les produits laitiers, je ne sais pas si vous le savez, c'est inflammatoire, les produits laitiers pour le corps. Ça entraîne une inflammation, ça entretient une inflammation chronique. Par contre, du lait cru de vache qui a pris de l'herbe, mangé de l'herbe, etc., ça a plus d'avantages quand même que d'inconvénients au niveau de l'inflammation. Donc c'est quand même plus intéressant. Sauf si vous avez une maladie auto-immune ou un cancer, où on va évincer les produits laitiers qui sont inflammatoires. Ils mangent beaucoup d'aliments fermentés, des fruits bio de saison et locaux, pas trop de fruits l'hiver, parce que normalement il n'y en a pas beaucoup, à part des agrumes, qui ne sont pas censés être chez nous d'ailleurs.
Les noix, les graines, des herbes, des condiments, des racines, des algues, les produits de la ruche, beaucoup, et beaucoup de graisse animale, et du café, thé, vin rouge de façon très rare. Il limite tout ce qui est céréales, parce qu'aujourd'hui, il faut savoir que les céréales que vous achetez, c'est du tout les mêmes qu'il y a 50 ou 100 ans. Elles sont toutes croisées, etc. Elles n'ont plus rien de naturel, et elles contiennent plus d'antinutriments que de nutriments. Vous allez passer plus de temps à essayer de digérer quelque chose que vous n'avez pas assimilé que d'apporter quelque chose d'intéressant pour votre corps. À l'exception du pain au levain naturel, mais il le mange de façon très rare. Des légumineuses de temps en temps, si elles sont bien préparées. Donc, on vous donnera des astuces plus tard, mais il faut tremper ces légumineuses pour pouvoir les manger. Pas de sucre et d'édulcorant, jamais. Pas d'huile végétale, jamais. Voilà. L'avantage, il n'y a pas de comptage, on mange à sa faim, on se fait plaisir avec des bons aliments qui sont bons, et il y a du goût, voilà, des aliments les plus sains possibles. C'est une alimentation qui améliore la santé, ça permet de perdre du poids durablement, doucement mais sûrement, mais c'est intéressant ça. Ça diminue l'inflammation chronique, ce type d'alimentation. Ça régule les hormones, c'est plein de nutriments, de vitamines, de bons minéraux, des bonnes fibres, des antioxydants, tout ce qu'on veut pour être bien. L'inconvénient, c'est que ça peut paraître restrictif pour certaines personnes. Il y a beaucoup de produits animaux, donc au niveau écologique, éthique aujourd'hui, pour certains, ça peut un peu les rebuter. Ça peut être difficile socialement, si vous êtes invité chez les gens, ça peut être compliqué de dire moi je ne fais pas ça, gardez-moi comme steak. Voilà. Et la digestion peut parfois être difficile au début quand l'intestin n'a pas trop l'habitude de tout ça. Mon avis, c'est que c'est une très belle alimentation, respectueuse du corps, des hormones et de sa santé. Et que ça demande, par contre, un peu comme l'alimentation cétogène, de beaucoup se documenter et de comprendre le pourquoi du comment, pourquoi ça fait ça et pourquoi il vaudrait privilégier tout ça. Hop. On va parler un petit peu autre chose, un peu d'alimentation. J'ai dit que c'était un des piliers de la pleine santé, mais du coup, la pleine santé, réellement, qu'est-ce que c'est? La pleine santé, alors je vais reprendre une phrase de Dr Yann Rougier, qui est mon formateur, du coup, avec Richard aussi. Nous ne sommes pas ce que nous mangeons, nous sommes ce que nous assimilons. Les gros ne sont pas des gens qui mangent trop. La plupart du temps, c'est qu'on n'arrive pas, on ne sait pas assimiler correctement les choses, et du coup, on est en déséquilibre au niveau de notre santé, et soit on prend du poids, soit il y a des gens qui n'arrivent pas à prendre du poids, qui restent maigres tout le temps, parce qu'ils ne savent pas assimiler ce qu'ils mangent. Et pourtant, ils peuvent manger très bien, de la meilleure manière, mais ils ne vont pas grossir parce que les intestins sont déséquilibrés et n'arrivent pas à assimiler tout ce qui est assimilé. Donc, pour avoir une pleine santé, l'alimentation c'est bien. La règle toute bête, quand même, c'est plus d'être qualitatif que quantitatif. Il ne faut pas se priver sur les quantités, mais de manger de la meilleure qualité possible, le plus brute possible, de saison, avec une culture bio, raisonnée, locale. Ça, c'est des critères de qualité importants sur l'alimentation. Tac. Et du coup, comment on fait? Eh bien, il y a une règle toute simple qui s'appelle l'assiette santé. Toute bête. L'assiette santé elle est divisée en 3. Vous avez une demi-partie de l'assiette, donc de fruits et légumes, 2 tiers légumes, 1 tiers fruits. Vous avez 1/4 de protéines, donc protéines et produits laitiers associés à ce quart-là. 1/4 de féculents, donc légumineuses, tubercules ou céréales, produits céréaliers. Une dose de matière grasse. Voilà. Ça, c'est une assiette équilibrée qui vous permet, si vous l'adoptez au quotidien, d'être en bonne santé, d'améliorer grandement votre santé. Sauf que vous allez me dire, on n'a pas tous la même taille d'assiette chez nous. Donc, comment on est? Et bien, c'est tout ça. Vous avez utilisé un outil que tout le monde a, c'est la main. Et on n'a pas tous la même taille de main, mais elle est adaptée pour pouvoir mettre les bonnes quantités dans son assiette. Donc voilà, le pain, c'est la paume de la main, avec la petite épaisseur de la tranche. Bon, le verre d'eau, voilà. Les légumes, c'est les 2 creux de la main, comme ça, remplis de légumes dans l'assiette. C'est le minimum. Le poisson, c'est la main à plat. La viande, c'est le creux, la paume de la main. Et le thon aussi, parce que le thon, c'est une protéine qui est très serrée, donc c'est équivalent, on va dire, à la viande rouge. Donc le thon, par contre, c'est la paume de la main. La viande rouge, on va essayer de la limiter à 2-3 fois par semaine. Et ensuite, le fruit, c'est le point fermé. Donc c'est une pomme, une orange. Par contre, c'est 2 kiwis, 2 clémentines, si c'est des corses, elles sont toutes petites. Une petite poignée de cerises, voilà. Les matières grasses, c'est les 2 phalanges du petit doigt. Une cuillère à soupe d'huile d'olive, de votre face, très bien. Voilà. Si vous en mettez 2, si c'est de la huile d'olive, ça va pas vous faire mal non plus. Mais voilà, c'est ce qu'il faut. Le fromage, c'est le pouce. Voilà. Ouais, c'est ça. Si c'est un produit laitier, si
c'est un yaourt, c'est un yaourt. Vous ne pouvez pas prendre le tout, c'est prendre le yaourt. Un yaourt, c'est un yaourt. Et les féculents, ça c'est la valeur cuite, donc c'est le point fermé aussi, pareil. Au niveau du riz, des pâtes, voilà, tout ça. Vous parlez d'hydratation qui était hyper importante. Il y a une notion d'hydratation qui est importante, c'est ce qu'on appelle du coup la chronohydratation. En fait, c'est la meilleure façon de s'hydrater. Donc là, l'exemple est sur une vidéo par jour. Et c'est la meilleure façon de s'hydrater pour ne pas gêner votre digestion et pour que vos intestins, tout ça, puissent assimiler tous les nutriments de la meilleure manière. Vous vous levez le matin, vous buvez un verre d'eau. Ne jamais boire d'eau glacée, c'est pas bon pour les intestins. En plus, l'eau glacée, la journée, ça ralentit la digestion. C'est pas très bon, donc verre d'eau tempérée. En médecine ayurvédique, en Inde, c'est plutôt même de l'eau chaude qu'on boit le matin. Parce qu'en fait, la nuit, vous allez évacuer toutes vos toxines. Donc le foie, il bosse la nuit, il va évacuer les toxines. Et toutes les toxines, elles vont être dans le système digestif, vont revenir un peu sur les parois. Et en fait, de boire de l'eau chaude, ça va vous permettre d'évacuer vers la vessie, tout ça, toutes les toxines qui ont été ressorties, que si vous buvez de l'eau froide, ça va refiger ces toxines, elles vont rester au lieu de se évacuer. Ça, c'est dommage. Donc c'est pour ça qu'en médecine ayurvédique, ils prennent de l'eau chaude le matin. Ensuite, vous prenez votre petit-déj, vous buvez votre 0,75 minimum de litres par petite gorgée d'eau tempérée toute la matinée, et vous arrêtez de boire 30 minutes avant le repas. Vous mangez votre repas, du déjeuner, ensuite vous attendez 1h30 que la digestion soit bien entamée, etc., avant de reboire de l'eau. Pendant le repas, vous avez le droit de boire un verre d'eau par petite gorgée. Voilà. Et rebelote le soir. Vous arrêtez une demi-heure avant le dîner, vous dînez, et vous reprenez 1h30 après le dîner. C'est pour ça qu'il ne faut pas dîner à 23h. C'est bien de dîner tôt le soir, pour que vous ayez le temps de digérer avant d'aller vous coucher. Ça peut grandement améliorer votre sommeil, d'ailleurs. Et une tisane avant d'aller se coucher. Voilà. Sauf si ça vous fait vous lever 10 fois dans la nuit pour aller faire du tout. Donc ça, c'est la meilleure façon de s'hydrater pour pouvoir digérer correctement tout ce que vous mangez dans la journée. Donc c'est des routines à mettre en place, c'est pas très compliqué, mais moi je vous conseille d'avoir toujours une bouteille d'eau avec vous. Moi j'ai toujours ma gourde, j'ai toujours ma gourde, etc. avec moi pour boire. Alors moi je bois, je pense, bien 3 litres d'eau par jour. Et quand on se force, on y arrive très bien. Au bout d'un moment, ça devient plus une habitude que le jeu. Ensuite, je vais vous donner des petites astuces de nutrition, de santé. Alors pour améliorer l'absorption du fer, il y en a qui peuvent être carencés en fer avec de l'anémie, des choses comme ça, pour améliorer l'absorption du fer dans votre alimentation, et vous couplez votre repas, alors le fer beaucoup dans les abats, viande rouge, etc., ou dans les légumineuses, et vous consommez de la vitamine C. Alors soit quand vous êtes très carencé, vous prenez des compléments de vitamine C, ou alors vous mettez des aliments riches en vitamine C. Je ne sais pas si vous saviez que le persil est très riche en vitamine C. Donc vous mettez du persil dans votre salade, dans vos légumes, c'est très bien. Ou vous mangez une clémentine, une orange en dessert, voilà. Donc ça aide à absorber mieux absorber le fer de l'associer avec de la vitamine C. Je vous parlais de l'indice glycémique. Donc pour mieux gérer votre glycémie, il y a des petites astuces. On peut baisser l'indice glycémique global de votre assiette. Il faut savoir que ce qui fait baisser l'indice glycémique, il y a l'association avec les protéines. Par exemple, vous mangez des pommes de terre avec un IG de 60. Vous mangez une protéine qui a un IG qui est quasiment à 0, on va dire 10. Et vous pouvez faire la moyenne des deux pour avoir l'IG moyen de votre assiette. Si vous rajoutez des légumes avec des fibres, vous allez encore baisser l'indice glycémique. Et si vous rajoutez des matières gras, vous allez encore baisser l'indice glycémique. Donc c'est pour ça que bien équilibrer son repas, ça permet déjà de bien gérer la glycémie après le repas. Améliorer la digestion, ça commence par bien mâcher. La digestion, elle commence dans votre bouche quand vous commencez à mâcher. Donc plus vous allez mâcher, plus vous allez mettre de temps. Voilà. Mieux vous allez digérer, et mieux vous allez assimiler ce que vous mangez. Il faut savoir qu'un repas doit être minimum de 20 minutes. Est-ce que vous savez pourquoi? Parce qu'en fait, le moment où vous mettez votre aliment dans la bouche, quand il va arriver à l'intestin grêle, c'est là où on va commencer à titiller l'hormone de satiété, pas avant. Et il faut à peu près 20 minutes. C'est pour ça que quand vous mangez en speed en 10 minutes, vous allez peut-être manger beaucoup, vous avez encore faim après. C'est juste parce que vous n'avez pas encore sollicité l'hormone de satiété, parce que c'est pas arrivé à l'intestin grêle. Donc il faut 15-20 minutes de repas. Bien mâcher, manger dans le calme, en conscience, un peu comme Okinawa. Petite astuce, le vinaigre de cidre, donc de qualité, c'est-à-dire qu'il faut qu'il soit bio, non filtré, non pasteurisé, non chauffé, je ne sais plus, en biodynamie, c'est très bien aussi. Et en fait, il y a des études qui prouvent, je ne saurais pas vous expliquer comment, mais qui, vous consommez une cuillère à soupe de vinaigre de cidre après le repas, ça améliore la digestion. Ça permet d'améliorer la digestion. Et de marcher après un repas, très bien.
pour mieux digérer. Pour limiter la montée de la glycémie, il y a aussi des petites astuces. Je ne vous dis pas de faire ça pour vous gaver d'un McDo après, ça n'a aucun intérêt. Mais si vous avez potentiellement un repas, il y a des patates, machin, des trucs comme ça, et que vous n'êtes pas trop sûr, ou un dessert, vous pouvez, il y a des petites astuces. Pareil, le vinaigre de cidre, si vous prenez une cuillère à soupe dans un grand verre d'eau 20 minutes avant le repas, les études montrent que ça limite jusqu'à 40% la montée de la glycémie dans votre sang après votre repas. Et marcher après avoir mangé. En fait, quand vous allez marcher, vous allez déjà commencer à solliciter vos muscles, ils vont commencer à utiliser le sucre qui arrive dans votre sang. Donc il vaut mieux, après un bon repas le dimanche en famille, aller marcher et faire la sieste après, que de faire la sieste et aller marcher après. Voilà. L'ordre des aliments que vous allez manger, c'est un impact. Donc, pour maîtriser la glycémie, tout ça, et limiter la montée de la glycémie, vous avez votre assiette qui est bien équilibrée. Vous allez d'abord manger vos légumes. Parce que du coup, avec les fibres de vos légumes, ça va créer une espèce de filet dans vos intestins. Si ensuite vous mangez votre protéine, ça va renforcer le filet protecteur. Les matières grasses encore plus. Et à la fin, vous mangez vos féculents, des frites, des patates, des carottes cuites, des trucs comme ça, non pas les carottes. Patates, du riz, des pâtes, voilà. Et bien du coup, le sucre pour rentrer dans votre sang va se faire beaucoup plus lentement et ça va limiter le pic de votre taux de sucre. Donc, il y en a, et j'ai des clients, je leur ai juste demandé de changer l'ordre dans lequel ils mangeaient leur assiette, ils ont arrêté de grossir et ils ont commencé de maigrir. Juste comme ça. Allez. Les glucides simples au goûter, je vous l'ai dit tout à l'heure, parce que la glycémie est plus basse. On l'associe avec des matières grasses végétales, parce que du coup, comme je vous disais, pour faire diminuer l'impact de la montée du sucre, on l'associe soit des protéines, soit du gras. Du coup, de manger des oléagineux avec son fruit à 16 heures, très bien. Une bonne association. Pour faire une protéine végétale complète. Pourquoi complète? En fait, quand vous mangez de la viande, c'est une protéine, voilà, c'est une protéine. La protéine animale, elle est complète. En fait, les protéines, elles sont composées d'acides aminés. Ça s'appelle des petites briques. C'est des petites chaînes autour de la protéine. Et il y en a 9 qui sont essentielles, dites essentielles parce qu'il faut absolument qu'on les apporte via l'alimentation, parce que le corps ne sait pas les produire lui-même. Et dans la viande, elles sont toutes bien équilibrées, tous ces acides aminés sont complets, sont tous là. L'œuf, d'ailleurs, le blanc d'œuf est la protéine de référence, tous les acides aminés, elle est parfaite. Par contre, les protéines végétales, non. Les céréales ont quelques acides aminés, mais pas tous. Les légumineuses ont le reste et n'ont pas les premières. Donc pour faire l'équivalent d'une viande, si vous faites une assiette végétale, vous associez des céréales avec des légumineuses. Donc du riz, alors complet, de préférence, du riz complet avec des lentilles. Et là, vous avez une vraie protéine complète et vous n'allez pas vous carencer en acides aminés. Petite astuce pour les végétariens. Légumineuses et oléagineuses, comme je vous disais, toutes les légumineuses, en fait, quand elles vont être cueillies, etc., dans la nature, elles ne vont pas pouvoir être mangées comme ça. Elles sont protégées, elles sont fermées en dormance, en fait, elles sont protégées pour que si des animaux les mangent, ils ne puissent pas les assimiler, qu'ils aillent les répandre un peu ailleurs, et que quand tout est réuni en termes d'humidité, de température, machin, la graine puisse s'ouvrir, germer et créer, voilà, tout ça. Sauf que si vous mangez vos légumineuses comme ça, elle est en dormance, la graine, et elle va passer tout le long, et vous n'allez rien assimiler des nutriments qu'il y a dedans. Donc c'est important de les tremper. C'est pour ça que les lentilles, les pois chiches, etc., l'astuce c'est de les tremper, alors plus ou moins longtemps suivant le type, en général on va dire 8 heures, donc une nuit, vous les faites tremper. Le fait de les faire tremper, ça va commencer un petit peu de les réveiller, de les faire germer. Alors les graines germées, c'est encore mieux, c'est le must. Mais elles vont commencer un petit peu à se réveiller et elles vont rendre disponibles tous les nutriments qu'il y a dedans. Et en plus, l'astuce, c'est que ça aide à réduire le temps de cuisson des lentilles quand on les fait tremper. Donc ne mangez jamais des lentilles comme ça, sauf les lentilles corail, parce qu'elles n'ont pas d'enveloppe et il n'y a pas besoin de faire ça. Mais toutes les autres lentilles, si vous voulez profiter des bienfaits de ce que vous mangez, faites-les tremper une nuit avant. Ça nécessite de savoir la veille que vous allez faire des lentilles le lendemain, par contre. La fenêtre métabolique, c'est aussi le meilleur moment pour manger des glucides, qui soient simples, complets, donc c'est après une séance de sport. Suivant l'intensité du sport que vous allez faire, vos muscles ils vont continuer encore de brûler, de devoir brûler de l'énergie, et si vous mangez un peu plus de sucre, etc., après une séance de sport, et là il y aura moins d'impact, parce que vos muscles, pendant plusieurs heures, suivant ce que vous avez fait, ils vont brûler le sucre qui arrivera dans votre sang. Voilà. Donc c'est une fenêtre qui intéresse. Cuisiner ses soupes, on en parlait tout à l'heure en bas, c'est bien de garder les morceaux. Parce qu'en fait, justement, en gardant des morceaux dans sa soupe, on va garder des fibres.
que quand vous allez mixer votre soupe en fond, là, eh ben, vous allez casser toutes les fibres. Et quand il n'y a plus de fibres, ça fait monter l'indice glycémique en flèche de votre soupe. En plus, il va remonter des patates, c'est blanc. Et ça, du coup, c'est pas très bon pour votre glycémie et pour votre insuline. Par contre, si vous gardez des morceaux de légumes, de patates, etc. dedans, vous mangez des fibres, et ça va limiter la montée de votre glycémie. Je ne sais pas si vos parents, vos grands-parents, à l'époque, ils faisaient des soupes où il y avait des légumes entiers dedans, et on mangeait le bouillon avec. Et là, c'est très bien. Voilà. Et c'est pour ça que les produits industriels, les soupes industrielles en briques ne sont pas très bonnes, parce que c'est mixé, remixé. Alors déjà, il y a plus de vitamines, il y a plus rien dedans, mais du coup, il n'y a plus aucune fibre, et c'est pas bon pour ça. Le café et le thé, on essaye de l'éloigner des repas, parce que, à contrario de ce qu'on a dit au début, ça évite l'absorption du fer. Donc, le café, si on peut éviter tout de suite à la fin du repas ou avant, on prend un peu plus tard dans la journée. La cuisson des aliments, ça c'est mon école à moi, l'école de beaucoup de gens. Seulement l'huile de coco, le ghee, je ne sais pas si vous connaissez tous, c'est du beurre clarifié, c'est ce qu'ils utilisent en Inde. Donc c'est un beurre où en fait on enlève toute la protéine de lait et le sucre, le lactose qu'il y a dedans. Ça a des grosses vertus médicinales en Inde, très intéressant. Et sinon les graisses animales, le saindoux, graisse de canard, etc. Pourquoi ça? Parce que c'est des matières grasses qui résistent beaucoup à la haute température des cuissons et qui ne vont pas créer des procédés toxiques, etc. dans la poêle ou ailleurs. Beaucoup d'huile d'olive, mais l'huile d'olive, je ne suis pas d'accord, c'est pareil. Vous faites cuire de l'huile d'olive, ça va créer des toxines dedans avec une réaction qui s'appelle la réaction de Maillard. Et toutes les autres huiles, alors encore plus si elles sont hydrogénées, etc., ça c'est anti-santé, mais les huiles de colza, etc., doivent être exclusivement utilisées à froid et jamais chauffées. Pour améliorer le sommeil, eh ben, déjà on prend la lumière du soleil dès le matin, parce que du coup on régule ce qu'on appelle, ce que j'ai dit tout à l'heure, son rythme circadien, et ça permet d'améliorer la production d'une hormone le soir qui s'appelle la mélatonine, et c'est elle qui va vous aider à dormir. Bon, c'est bon. Manger tôt, c'est important, parce que du coup vous avez bien digéré, vous êtes pratiquement vide pour aller dormir, donc de ne pas dormir le ventre plein. Et le tryptophane, donc en fait c'est quelque chose qui est contenu dans des aliments et qui est précurseur de la mélatonine. Donc en fait de consommer des aliments avec du tryptophane dedans, ça va aider à produire de la mélatonine à côté. Tout bêtement, il y en a beaucoup dans les graines de courge, graines de tournesol, il y en a dans le chocolat aussi. Donc c'est pour ça que la chrononutrition... Ça vous fait plaisir que vous pouvez manger du chocolat. Mais du chocolat au-dessus de 70%. Et le chocolat au lait, c'est pas du chocolat, le chocolat blanc, c'est pas du chocolat. Du blanc. Donc voilà. Les matières grasses végétales, quand vous les choisissez, c'est exclusivement, alors bio, mais vierge, de première pression à froid par des procédés mécaniques uniquement. Ça, c'est un gage de qualité, vraiment. Et elles ne sont pas à cuire. Elles sont à mettre par-dessus vos légumes qui sont cuits avant, dans de la graisse, voilà, ou la vapeur. Mais pas à faire cuire parce que ça va créer des composés toxiques. La cuisson de l'œuf, c'est pareil. Alors vous faites vos œufs comme vous voulez, vous mouillez, vous faites toutes les sauces, l'œuf c'est génial. Il n'y a pas de leçon de cholestérol, ça c'est fini. Ça n'augmente pas le cholestérol, les œufs, vous pouvez en bouffer autant que vous voulez dans la semaine, il n'y a pas de problème. Par contre, pour garder tous les bons nutriments qu'il y a dans le jaune, eh ben, il faut qu'il soit cru. Donc un œuf au plat, un œuf à la coque, ça c'est très bon, parce que du coup le jaune cru garde tous ses nutriments, ses bonnes vitamines, etc. Mais quand il est cuit, il en perd la majeure partie. Et sachez aussi que le blanc d'œuf, si le blanc n'est pas cuit suffisamment, eh ben, la protéine est assimilable qu'à 50%. C'est pour ça que tous les coachs sportifs qui vous disent faites des shakers avec un œuf cru dedans, c'est du mieux. Parce que vous assimilez qu'à 50% les protéines qu'il y a dedans. Donc ça beaucoup. Ensuite, la nutrition est-elle la seule voie vers la pleine santé? Pas non, clairement pas. Alors la nutrition c'est important, mais je vous ai parlé de dépression, de stress, d'anxiété, de choses comme ça, avec tous les aspects qu'il peut y avoir de la vie. Et bien, la nutrition c'est un des aspects de la pleine santé, mais il y a tout le reste à côté. La gestion de son stress, la gestion des émotions, la pollution, etc. Toutes ces choses-là, c'est hyper important et ça influe sur le poids et sur sa santé. Et tout ça, c'est ce que moi j'ai appris, Richard aussi, c'est régi par plein d'outils qui sont aujourd'hui intéressants, c'est ce qu'on appelle les neurosciences. Donc les neurosciences, ça se concentre sur de possibles liens causaux entre les structures et les fonctions cérébrales. Donc tout ce qui est perception, langage, motivation, tout ça, conscience, ça c'est tout ce qui est à l'origine des comportements de l'homme. Et c'est ce qu'étudient les neurosciences. Et cette science, en fait, elle se penche d'un point de vue psychologique sur le système de croyance
Autrement dit, du coup, sur les mécanismes qui sont conscients et inconscients, mais plutôt sur les mécanismes inconscients qui bloquent, et motivent chacun d'entre vous. Tout ce qui est émotion refoulée, etc., tous ces blocages qu'il peut y avoir. Je vous parle aussi des blocages énergétiques, je pense qu'il y en a pas mal qui comprendront ce que je veux dire. Et du coup, il faut savoir quand même que votre cerveau, il fait quand même beaucoup de choses. Votre cerveau, en termes de puissance, il peut traiter, alors c'est une unité, on entend souvent dans l'informatique, mais en termes de puissance, il peut traiter en termes d'information 2000 bits par seconde consciemment, de façon consciente. Par contre, il peut traiter 400 milliards de bits par seconde de façon inconsciente. Donc ça démontre juste qu'en fait, à quel point l'inconscient, il prend toute sa valeur lors d'une thérapie ou l'obtention d'un objectif. C'est pour ça qu'on cultive le mindset, etc. quand on est entrepreneur, mais ça peut s'appliquer pas forcément quand on est entrepreneur d'ailleurs. Mais tout ce qui est gestion du mindset, du stress, des émotions, d'être positif, du matin au soir, des choses comme ça influe sur beaucoup de choses et aussi sur la pleine santé. Et en découle la neuronutrition. C'est vrai que je suis conseiller en neuronutrition. C'est un peu une nouvelle discipline issue des neurosciences, à la croisée des neurosciences, de la nutrition et de la psychologie. Et son objectif, c'est d'optimiser les fonctions cérébrales et psychiques en assurant les besoins essentiels du cerveau. Tout bêtement, c'est l'impact de l'alimentation sur le fonctionnement du cerveau avec des outils qui sont, il n'y a rien des sphères de je ne sais où, c'est scientifiquement prouvé avec des outils de neurosciences appliquées, on peut améliorer tous les aspects du quotidien liés au cerveau, le sommeil, la performance, le stress, l'anxiété, la dépression, même les addictions. Et grâce à l'alimentation compilée avec ces outils de neurosciences, on soigne son cerveau, son corps, sa santé dans sa globalité. C'est pour ça que du coup je parle plutôt d'approche globale, de la tête jusqu'aux orteils, et pour avoir une approche globale de l'être humain. Et je rejoins un peu ce que le docteur Yann Rougier dit, je suis d'accord avec lui, c'est qu'aujourd'hui, il est impossible de retrouver une bonne santé, un poids de croisière durable qu'on devrait faire, sans avoir appel aux outils de neurosciences. Il faut savoir que les neurosciences, Richard il le confirmera, ça n'a rien inventé. Ça existe depuis tellement longtemps. Vous faites du yoga, de la méditation, c'est des neurosciences, c'est des outils de neurosciences, clairement. Les piliers de la pleine santé, justement, avec les neurosciences, ça tourne autour de 5 facteurs, qu'on appelle les 5 facteurs du vivant. C'est une approche globale de la santé qui considère du coup l'être dans sa totalité, dans sa globalité. Et la pleine santé ne repose pas uniquement sur la nutrition ou sur l'aspect détox, éliminer les toxines, ou sur l'exercice physique, comme on en a parlé depuis le début et comme on dit depuis des années et des années. Elle implique aussi le système nerveux, le mental et les émotions. Il faut savoir que tout ce qui est vivant et humain respire, se nourrit, se protège, pense et ressent des émotions. Est-ce que vous êtes d'accord avec ces 5 facteurs? Vous y retrouvez un petit peu. Et oui, en effet, dans l'aspect global de l'être humain, la respiration, chaque cellule, elle absorbe de l'oxygène, elle a besoin d'oxygène. Donc avec certaines techniques de respiration, on peut donner plus de rythme, d'ampleur, de coordination à notre système vasculaire. Et même aussi influer notre système de pensée par la respiration. La nutrition, chaque cellule aussi, elle se nourrit. C'est pour ça que je disais que la qualité prime sur la quantité. On peut user de certaines clés, certains outils qui permettent de rééquilibrer globalement la nutrition. Et toutefois, par contre, pas d'interdit. C'est pour ça qu'on parle de manger en équilibre avec du plaisir de temps en temps, mais de la bonne manière. Petite parenthèse, vous mangez un gâteau, vous aurez compris qu'il vaut mieux le manger à la fin d'un repas équilibré que tout seul à 14h, au niveau du taux de sucre dans votre sang. Parenthèse terminée. Pas d'aliments, pas de trucs proscrits, parce que du coup ça crée de la frustration et une fixation et un sentiment de manque, et du coup on va un peu à l'encontre de ce qu'on veut. La détox, donc l'élimination, alors par l'hydratation, comme je vous disais, mais aussi par le mouvement, le fait juste d'aller marcher, etc. Chaque cellule va créer des déchets, il faut les éliminer. Donc, tous ces résidus, avec plusieurs approches au niveau de la détox, avec aussi de la phytothérapie, des choses comme ça, on va agir directement sur la protection des cellules et améliorer grandement sa santé comme ça. La relaxation, donc la pensée, les cellules, elles dialoguent entre elles par des réseaux ultra complexes.
avec des échanges nerveux et au niveau des hormones, c'est pour ça qu'il faut qu'elle fonctionne correctement. Et face à chaque situation, le cerveau, en fait, il pense, il réagit, et en sécrétant plusieurs hormones et avec des neurotransmetteurs. Il faut savoir que chaque hormone a une fonction spécifique. Il y a des neurotransmetteurs, c'est pareil. Vous ne le savez peut-être pas, mais il y a des hormones du bien-être. Voilà. Donc si on sait les solliciter correctement, on est content tous les jours. Si on ne sait pas les solliciter, on peut être un peu en dépression et tout ça. Et enfin, la gestion des émotions. Les cellules, elles sont, c'est scientifiquement prouvé, elles sont impactées et influencées avec toutes les connexions et les communications qu'il y a entre elles, par toutes les émotions. Donc on peut, avec certains outils, bénéficier, de permettre de ramener de l'énergie au présent, de rétablir le passage de l'énergie dans le corps entre les cellules, etc., entre les hormones, qui peuvent être bloqués par des problèmes émotionnels liés au passé. Je vais vous le dire, clairement, moi j'ai des clients qui n'arrivaient pas à perdre du poids ou qui ne se sentaient pas en bonne santé. On a travaillé pendant un bon moment sur de la nutrition, ils mangeaient parfaitement bien, rien qui changeait. Donc creusant un petit peu, plus de problèmes dans l'enfance, avec les parents, machin. On a fait beaucoup d'exercices de respiration, tout ça, ça a bien marché. Mais pour traiter l'émotionnel, je les ai envoyés voir un kinésiologue, parce que c'est mes limites de compétences. Ils sont ressortis en ayant mis le doigt sur des problèmes émotionnels, etc. Le doigt est parti tout seul. Voilà. Alors qu'ils mangeaient parfaitement bien. Donc voilà. Donc ces 5 facteurs sont ultra importants pour retrouver une pleine santé et vraiment voir le global de la tête aux pieds de votre corps. Je vous remercie de m'avoir écouté ce soir. J'espère que ça n'avait pas été trop barbant, pas trop long, c'était pour endormir. Si vous avez des questions, si je peux, je serais ravi d'y répondre. Au niveau de tout ce qui est chrono, nutrition ou autre, même au niveau du rythme de fonctionnement d'une personne. Une personne qui travaille qui fait les 3-8, qui travaille des nuits. On ne peut pas se baser sur ces références-là. Et alors je ne suis pas expert en chrononutrition, mais déjà du coup de faire les 3-8, malheureusement ça déséquilibre déjà de base complètement le rythme circadien. Et c'est pour ça que souvent ceux qui travaillent en 3-8, etc., ils n'ont pas forcément un très bon sommeil de qualité, ou ils sont très fatigués, etc. Parce que le corps n'est pas fait pour bosser, vraiment le corps humain n'est pas fait pour bosser en 3-8. Il est fait, normalement, si on va vraiment au fond du truc, vous vous levez le matin, vous mettez à la lumière du soleil, vous mangez, et il faudrait manger avant que le soleil se couche. Le soir, pas d'écran de télé 2 heures avant d'aller se coucher, parce que ça bloque la production de mélatonine. C'est pour ça qu'on ne dit pas regarder les écrans avant d'aller se coucher, plutôt lire un bouquin. Mais vraiment, les 3-8, c'est pas bon pour le rythme circadien. D'autres questions? Qu'est-ce que vous pensez de l'application Yuka? Yuka se base sur quoi déjà cette application? C'est la proposition des produits sur l'étiquette. Ah oui. Je ne sais plus exactement comment elle fonctionne. Sur quoi elle se base, je ne sais plus. Ouais, c'est bien. Ouais, mais parce que en fait c'est pareil, parce que dans la notion de qualité des aliments, il y a par exemple le Nutri-Score qui ne veut absolument rien dire. Parce que on va vous dire qu'une crème fraîche ou un fromage n'est pas bon parce qu'il est trop gras. Par contre, on va vous dire qu'un coca c'est très bien, par exemple. Donc ça c'est pas bon. Par contre, il y a un autre code, et je ne sais pas si Yuka le prend en compte, il y a le code qui s'appelle le code NOVA, qui prend en compte le taux de transformation d'un produit. Plus il est transformé, plus le code il va monter et moins c'est bon. L'idéal ce serait d'avoir un truc qui prenne en compte les 2 codes, mais ça n'existe pas. Et Yuka, je ne sais plus ce que ça prend en compte, mais je sais qu'il y a quand même des... Il faut faire attention à Yuka, je ne sais pas pourquoi. Ouais, Yuka, ça se base. J'ai ma spécialiste là qui me disait que ça se base sur les ingrédients, non pas sur la transformation, c'est ça? Ah, juste sur la liste des ingrédients, c'est ça? Je sais pas quoi. C'est une question. Moi, je vous conseillerais quand même en fait d'apprendre à lire une étiquette et de savoir qu'il y a des règles toutes simples. Quand on regarde la liste des ingrédients, d'abord, plus elle est courte, mieux c'est. Ça indique qu'il y a moins de produits ajoutés, d'additifs, etc. dedans. Si vous lisez une liste d'ingrédients et que les 3/4 des trucs, vous ne les avez pas dans vos placards, c'est pas la peine de l'acheter. C'est que c'est mauvais pour la santé, ou alors vous ne les comprenez pas, les mots. Et il faut savoir que l'ordre est important dans les ingrédients. Ce qui arrive en premier, c'est ce qui est le plus présent
dans l'aliment. Si vous avez le sucre en premier, dans une tablette de chocolat, ouais, donc plus le sucre arrive vers la fin, plus c'est. À pondérer que si vous achetez une soupe, qu'il y a 15 trucs dans la liste, mais que c'est que des légumes, ok, pas de souci. Et après, c'est important de savoir lire le tableau des valeurs nutritionnelles, et pour faire le bon choix, de privilégier des choses où il y a beaucoup de fibres, où il y a moins de sel, parce qu'en plus le sel industriel il n'est pas de bonne qualité, qu'il y ait des protéines, qu'il y ait des glucides, mais la ligne glucides dont sucre, cette ligne dont sucre, en fait, c'est tout ce qui est glucides simples, mais c'est soit ce qui est naturellement présent dans les aliments de l'étiquette, enfin du produit, soit ce qui est ajouté par l'industriel. Pour savoir ce qui est ajouté, il faut la regarder dans la liste. Il faut limiter tout ce qui est acides gras, enfin des lipides dont acides gras saturés. Il faut les modérer, parce que c'est pas bon à la santé. Il vaut mieux prendre des insaturés, donc les huiles végétales, ou les oléagineux, ou les poissons gras. Donc du moment qu'on apprend plutôt à lire ça, c'est plus intéressant. Par contre, c'est un peu plus long à apprendre. Par contre, une fois qu'on a l'œil, on regarde une étiquette en 20 secondes, je sais si c'est bon ou si c'est pas bon. Mais bon, j'ai envie de vous dire que moi aujourd'hui, je ne vais pas beaucoup au supermarché. Je vais sur le marché où je trouve des bons plans de producteurs pas très loin. Alors des fois ça peut être compliqué, mais c'est quand même le mieux. L'industriel ne va pas faire en sorte que ce soit bon pour vous. Justement, il va rajouter beaucoup de sucre pour que vous gardiez une appétence avec ce produit et vous rendre un petit peu addict à tout ça. J'ai arrêté de fumer il y a 3 mois grâce à l'hypnothérapie. Et elle m'a appris ce qui était vraiment addictif dans la cigarette, les cigares, etc. C'est pas tout le goudron, le machin qu'il y a dedans. L'industriel, parmi les 5000 substances qu'il y a dedans, il donne une liste de quelques centaines, je crois, il y a du sucre. Ah bon, tabac. Et c'est ça qui rend. En fait, vraiment, c'est presque que le sucre qui a un pouvoir hyper addictif sur le cerveau. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention à sa consommation de sucre. L'OMS, il recommande 50 grammes par jour de consommation de sucre. Si on a l'alimentation aujourd'hui, on dépasse les 100 grammes largement par rapport à ce qu'on mange. Je ne dis pas qu'il faut ne plus manger de sucre du tout, mais le garder de temps en temps et correctement à la fin d'un repas équilibré, avec des bonnes associations. C'est des bonnes techniques et des bonnes pratiques. D'autres questions? À quelle heure on mange? Quelle heure on mange? T'as pas mangé, toi? Bon, vas-y, il n'y a pas de questions. S'il y en a qui reviennent dans la nuit, moi je serai là demain, toute la journée. On pourra parler aussi, si ça vous intéresse, de mon programme, parce que moi je suis en train de créer un programme, une formation en ligne, alors basé de toute façon de base sur les 5 facteurs du vivant, mais moi sur 5 piliers, qui pour moi sont essentiels. C'est la nutrition, la gestion des émotions, le mindset, la gestion du stress, et la phytothérapie, naturopathie, qui peut être une aide incroyable en plus de la nutrition. Voilà. Si c'est tout bon pour vous. Avec plaisir, merci de m'avoir écouté. Donc si vous voulez voir Florian demain, il sera vous rapprochez du stand d'Aniva, comme ça il sera sûrement sur le stand, pas très loin. Si vous voulez ma carte ou un flyer, s'il vous plaît.